Bonjour, ici Joël Hébert et bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle des gaufres Ultra Énergie. Dans mon expérience, quand l'estomac fait des siennes et qu'il n'y a plus rien qui rentre, les gaufres de NAC rentrent encore. Quand j'ai fait la CCC à l'UTMB, j'ai carburé à une gaufre par demi-heure pour les 8 dernières heures de course. Puis c'est même pas une joke. À 16 grammes de glucides pour 140 calories, tu te poses pas de questions puis t'en manges comme tu veux pendant tes longs efforts. En plus, ça vient en 5 saveurs, toutes meilleures les unes que les autres. Question de jamais cette année du goût. Il y a vanille, caramel salé, chocolat, sirop d'érable et la petite nouvelle, fruits rouges. Puis ça se vend même en pack variété pour goûter à toutes. Je t'ai convaincu? Va sur le nac.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 216 de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis avec une coureuse qui roule sa bosse depuis longtemps dans le trail, depuis longtemps dans les longues distances. Je pense que ça va être très, très intéressant. Ça fait longtemps qu'elle est dans ma liste des gens à approcher. Je me dis un jour, je vais le faire, puis c'est là que ça se passe. Joël Hébert, pour la première fois. Bienvenue à Pas sorti du bois. Merci beaucoup, Yannick. Merci d'être là. Comme je l'ai dit, moi, depuis que j'ai parti ce projet-là, j'ai toujours ma petite, j'appelle ça ma wish list ou ma bucket list des gens que je suis dans ce sport-là, que je trouve qui inspire la communauté, qui envoie du positif dans la communauté, Trail au Québec. Puis, je te dis pas ça parce que tu es là, je te le jure. Tu faisais partie de cette liste-là depuis longtemps. Puis, il y a quelques semaines, en fait, la semaine passée, on s'est parlé pour un autre sujet complètement. Puis là, j'ai fait, voilà, là, c'est l'occasion de lancer la perche d'inviter Joël. Fait que c'est là que ça se passe. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Mais merci pour l'invitation. La première question, hein, c'est toujours la même, puis elle est toujours très, très, très sérieuse. C'est, Joël, qu'est-ce que tu bois? Et moi, en ce lundi soir, je bois un café noir de Napoléon. C'est très fort. Toi, tu me disais quand on se parlait avant l'épisode que tu bois du café matin, midi, soir, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pas nécessairement bon, mais je suis une bonne fan du café. Ben, si t'aimes ça, après ça, on juge Ouais. pas, là. Moi, de mon côté, je suis allé avec un nouveau partenaire du podcast. Tu m'avais dit, je vais avec le café. Je me dis, bon, moi, je vais aller aussi dans le sans-alcool. À moins que tu me dises que tu as mis du Baileys dedans, mais ça serait surprenant Oh. lundi soir, hein. Je suis allé avec le nouveau partenaire Mox. Donc, aujourd'hui, j'essaye un rhum épicé, mangue et lavande. Donc, c'est très Mm. festif pour un drink sans alcool. Joël, merci d'être là. Cheers! Cheers. Là, ceux qui écoutent le podcast par vidéo, il y en a sur YouTube qui le font chaque semaine. Remarque que derrière toi, tu as un setup. Je pense que c'est un des plus beaux backgrounds qu'on a vu sur le podcast. C'est là, ce que je vois, c'est un kit d'alpinisme, d'escalade. Parle-nous de quelle pièce tu es. Dans le fond, je suis dans la pièce favorite de mon copain. C'est le Gear Room. Mon chum est vraiment passionné de l'escalade, de l'alpinisme, du snow. Fait qu'on peut vraiment bien voir sa passion tout juste derrière moi. Écoute, ça fait un super arrière-plan pour l'entrevue. Est-ce que si on tournait la caméra, là, t'es pas obligé de le faire, mais si on le tournait, est-ce qu'on verrait aussi du gear de course? Est-ce que c'est là que tu gardes tout ton stock aussi? Ben là, il reste à faire un petit espace course parce que je dirais que la priorité est vraiment sur l'escalade et sur l'alpinisme, mais d'ici cet hiver, là, on devrait retrouver un beau coin course. Parce qu'on le sait, hein, la course, c'est un sport qui est tout simple, qui prend pas beaucoup d'équipement, une paire d'espadrilles, puis on peut le pratiquer. Mais quand on se met à en faire peut-être un peu plus longtemps, comme toi qui en fais depuis longtemps, sur des très longues distances, soudainement, c'est plus juste un petit sport minimaliste avec une paire d'espadrilles puis une paire de bas, hein? Non, on accumule pas mal de paires de chaussures, puis on aime bien ça d'en essayer. Je comprends. Écoute, Jaël, j'ai recherché puis j'ai vu des résultats trail qui datent il y a quasiment 10 ans. Donc, ça fait une décennie que tu fais ce sport-là. En tout cas, qu'il y a des traces sur les internets de tes performances. Mais j'ai le goût qu'on revienne à la base. Parle-nous de toi, d'où tu viens, puis comment le sport est entré dans ta vie. Ben moi, à la base, je viens du Bas-Saint-Laurent, dans la région de Kamouraska. Ça fait 14 ans que je suis au Saguenay. Je suis vraiment tombée en amour avec la région. Puis moi, j'ai un background quand même très sportif. Dans le fond, j'ai fait 13 ans de patinage artistique. OK? Par la suite, vers l'âge de 15-16 ans, j'étais vraiment comme tannée. Fait que j'ai fait un 3 ans de hockey.
complètement dans une autre branche. Mais avec des Puis patins aux pieds. Il y avait une exactement. continuité quand même. Il y avait vraiment une continuité. Puis, dans le fond, environ au cégep, j'ai commencé là, à courir, puis à vraiment à prendre ça. Ben, en fait, à tomber en amour avec la course. Tu sais, je me suis entraînée avec le club Filou à Rivière-du-Loup. Par la suite, à l'université, j'ai couru à l'université avec les Inuks. Donc, à partir du cégep, là, la course à pied a vraiment rentré dans ma vie. Puis, à la base, c'est ma mère qui m'a transmis cette passion-là, pour la course. Oui, parce que je voyais que toi, tu es une ultramarathonienne qui a une grosse expérience, mais ta mère également. J'ai trouvé un article de 2016, puis en 2016, on mentionnait que ta mère avait complété 17 ultras, 37 marathons, dont le marathon des sables. J'avoue Oui. que tu avais déjà, à une époque où le sport était beaucoup moins connu qu'il l'est aujourd'hui, tu avais quand même quelqu'un qui avait les deux pieds dedans, hein. Vraiment, puis tu sais, j'ai toujours vraiment admiré ma mère parce que je viens de sur une ferme laitière. Ma mère, elle travaille, ben ma mère et mon père, là, travaillent 100 heures par semaine et plus. Puis elle a toujours trouvé le moyen de concilier la course, la business, puis la vie de famille. Tu sais, nous, on n'a pas écopé de tout ça. Fait qu'elle a réussi à concilier ça. Puis en plus, à me donner la passion pour la course. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé et que j'ai d'ailleurs fait mon premier 100 miles à 22 ans. C'est fou quand même, cette conciliation-là de vie de famille, vie sportive, vie professionnelle. C'est un sujet qui revient. Puis on dirait que le fait d'être nouveau papa, je pense que je peux plus dire ça après 19 mois, mais ça reste que c'est un défi supplémentaire de concilier toutes ces facettes-là, puis d'essayer de bien le faire partout. Euh, Là, c'est complètement fou. Tes parents sur une ferme laitière, on le sait, le travail, ou on le sait ou on le sait pas, mais on peut se l'imaginer, ceux qui viennent pas de ce milieu-là, mais c'est un travail 7 jours sur 7, quasiment 24 sur 24. C'est extrêmement intense. C'est impressionnant de voir qu'elle a réussi à continuer à faire du sport, à avoir aussi un rôle familial à travers un métier qui est plus qu'un métier. Je veux dire, c'est un style de vie. Tu sais, c'est énorme, Vraiment. là. Non, vraiment, c'est vraiment une vocation, là, tu sais, j'ai jamais ou presque pas vu mes parents prendre des congés, là. Ma mère, elle a pu se permettre de partir quelques fois, justement, entre autres, pour faire le marathon des sables, mais tu sais, mes parents sont jamais partis ensemble en vacances. Ouais. Tu sais, c'était mon père, fallait qu'il soit sur la ferme, ou ma mère qui soit sur la ferme, donc, ben, moi, je trouve ça admirable, d'être capable de concilier tout ça, puis encore une fois, c'est ça. C'est elle qui m'a transmis la passion des longues distances aussi. Fait que je l'apprécie puis je suis vraiment contente. C'est clair. Mettons, on dit souvent, il me semble que c'est un truc qu'on entend dans notre communauté, dans notre sport, dans le très longue distance. Il n'y a pas que l'entraînement, la nutrition puis le sommeil qui peuvent influencer positivement une préparation à une course ou juste les performances d'un athlète ou de peu importe qui. Il y a aussi ce qu'on fait dans la vie. Tu sais, quand on parle de certaines personnes qui ont un travail très, très, très pas sédentaire, en fait, le contraire, un travail très, Oui, très actif. Tu sais, quand ta semaine, 40, 50 heures, 35 heures, peu importe, est déjà passé debout à faire un travail qui est physique, ben nécessairement, c'est du temps sur les jambes. Ça contribue à ça. Tu sais, on parlait, j'avais reçu Antoine Moses sur le podcast qui plante des arbres. Il pouvait faire des top 5 à Arikana puis pas s'être entraîné de l'été. Un Éric Deshaies, qui est un grand champion de backyard, de course d'endurance, un ancien triathlète, ben, il est spécialiste du sommeil. Il travaille de nuit dans un centre hospitalier, donc il fait des nuits blanches. Donc, lui, quand vient le temps de faire une nuit blanche sur un ultra, ça ne l'impressionne pas bien, bien. Je suppose que ta mère, avec la vie extrêmement active qu'il y avait sur une ferme, nécessairement, c'est du temps sur les jambes. C'est quelque chose qui se calcule pas, mais qui contribue quand même au résultat, hein. vraiment. Puis tu sais, assez longtemps fait entraîné par Jacques Mainguy, un super OK. de bon coureur justement. Puis lui, il prenait toujours ça en compte, là, son travail physique selon ses entraînements, parce que justement, tu sais, quand t'es 100 heures debout sur tes jambes à travailler physique, ben tu peux pas faire le même entraînement que quelqu'un qui travaille comme une job de bureau, mettons comme moi. Tu sais. C'est Exact. différent, là. La journée de repos est pas vraiment reposante. Tu sais, Non, je c'est veux dire, ça. c'est rien de comparable à je vais faire ma journée de repos, je vais aller prendre une marche sur mon heure de dîner. Non, non, là, ta journée de repos, t'es quand même 10 heures debout à faire du À travail travailler. physique, là. Oui, c'est ça, exactement. Tu le disais, ta mère t'a transmis cette passion-là. Est-ce que ton passé de patinage artistique, puis même de hockey, tu sais, je sais pas si le patinage artistique c'était à un niveau compétitif, mais nécessairement, si t'en fais pendant 13 ans, il y a une rigueur, on prend l'habitude d'avoir une espèce de régularité, on s'entraîne X nombre de jours par semaine, on va à l'aréna. Est-ce que tout ça, ce background-là, t'a servi rendu en course quand tu t'es mis à faire ce sport-là? Vraiment, puis je dirais que le patinage artistique, entre autres, c'est lui qui m'a inculqué de super bonnes valeurs, je crois, là. Notamment, tu sais, pour la discipline. Tu sais, moi, au patinage artistique,
j'ai jamais été la meilleure, mais j'ai toujours été super travaillante. Tu sais, je tombais, mais j'ai appris à me relever puis à revenir plus forte. Fait que ça m'a vraiment permis de développer une discipline puis de aussi jamais abandonner. Tu sais. Mhm. Fait que ça, je pense que c'est super bon pour l'ultra trail là, de tomber, d'être capable de se relever et d'apprendre la discipline là, parce que ça reste que c'est quand même important dans notre sport. Ah, il y a des beaux parallèles à faire là. Puis je Oui, pense qu'il y a des sports, quand on voit des jeunes, tu sais, moi je me rappelle, j'ai fait plusieurs sports d'équipe, plusieurs sports quand j'étais jeune, puis on parlait des jeunes qui sont des ah, lui, c'est un naturel. Tu sais, il y a des gens qui sont des athlètes naturels, d'autres qu'il faut qu'ils travaillent un peu plus. Je pense qu'un sport comme la course, des sports plus individuels, quand on arrive dans de l'endurance, ben il n'y a plus de ça. Oui, il y a des gens qui ont des prédispositions, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de jus de bras pour arriver à des résultats. Quand tu joues au hockey puis tu as une pratique par semaine, plus 2 matchs la semaine, les athlètes naturels qui ont 9 ans, ben, peu importe ce qu'ils font entre les matchs et entre les pratiques, ils vont arriver sur la glace puis ils vont être les meilleurs. Dans notre sport, je pense pas que ça se peut. Je pense que ça prend ce travail-là, indépendamment des capacités physiques puis des prédispositions à être rapide ou pas, là. ouais, je pense que ça prend vraiment du travail puis une certaine discipline, là, puis être capable de concilier toutes les sphères, là, la vie personnelle, l'entraînement, puis c'est ça, Garder l'équilibre. un équilibre dans tout ça, c'est le défi. Exact. Surtout quand on pratique un sport dont on est passionné, hein. C'est plus juste, je pense qu'au niveau où tu le fais, au niveau où la plupart des gens qui écoutent le font, il y a une passion, il y a un feu qui brûle, puis c'est plus juste, je le fais pour être en forme, ça en fait partie, mais il y a quelque chose de plus fort que ça. Est-ce que tu te rappelles le moment où c'est passé d'un sport ou d'une activité à une passion, la course? Je pense que à l'université, c'est vraiment devenu une passion pour moi la course. Tu sais, j'en avais vraiment besoin. Surtout que moi à l'école, ben j'ai plus de difficultés, tu sais, à me concentrer. Je suis quelqu'un qui a vraiment naturellement beaucoup beaucoup d'énergie. Et que je pense que le fait de concilier ben, les études avec l'entraînement, ben ça m'a permis d'avoir un équilibre, d'avoir plus de concentration à l'école. Puis c'est devenu ma passion, justement, je pense, pour tous les bienfaits que ça me donnait. Ouais, l'influence d'un sur l'autre, là. Ouais, On exact. l'entend souvent, les enfants qui sont plus énergiques, des fois, il y a des difficultés scolaires qui peuvent venir avec ça. Puis, je me rappelle, ça a probablement changé dans le milieu scolaire, mais je me rappelle que moi, j'étais comme ça. Puis, quand tu es un peu énervé, quand tu déranges la classe, quand tu performes un peu moins, ben, on te coupe ces activités-là pour aller faire du Exact. rattrapage et tout, alors que maintenant, bon, tu te rends compte qu'à l'âge adulte ou même plus tard que le sport contribue énormément à ça. Puis pour beaucoup, beaucoup de monde à qui j'ai pu jaser, le fait d'aller se dépenser, peu importe la durée, ça te réaligne tes lignes dans ta tête, puis tout est rendu droite, puis là, tu es prêt à t'asseoir puis étudier. Là, c'est comme tu le dis à l'université. Le sport t'a beaucoup aidé pour ça, là. Ah oui, vraiment. Puis c'est ça. C'est vite, ça a vite fait partie de ma vie puis de mon quotidien, là. Je pense qu'à partir de la première année d'université, là, jusqu'à maintenant, j'en ai besoin. C'est mon mode de vie. C'est jamais une corvée d'aller courir. C'est toujours comme un moment de bonheur puis de passion. Ah, c'est le fun d'entendre. Faut que ça reste comme ça, puis il faut Oui, rechercher ça en tout temps. Puis si on le perd, des fois, faut se questionner sur qu'est-ce qui m'a amené à me perdre un peu, puis comment je peux y revenir à cette relation-là saine avec le sport, la course, là. exactement. Et à quel moment le trail est embarqué là-dedans? Tu disais que tu courais à l'université, tu courais Oui. tu faisais quel type de distance? Ben, je faisais probablement les distances que j'aimais le moins au monde. OK. Je faisais du 1 kilomètre, ben, du 1000 mètres puis du 3000 mètres sur OK. piste. Puis moi, courir vite, autant que j'ai un super de bon mental pour courir longtemps, pas vite, autant que moi, pour courir vite puis me faire souffrir, c'est deux, là. Ça marche tout simplement pas. Euh... Fait que c'était vraiment ces distances-là que je touchais là, en athlétisme. Et à quel moment c'est le trail qui est venu Ah, remplacer ta c'est pratique ça du la sport? question. Non, non, c'est pas grave, on bifurque, on va dans plein de directions, mais c'est intéressant de voir Puis, d'où tu viens parce que, comme tu dis, oui. entre un 160 km à Bromont puis un 1000 mètres sur piste, je pense qu'à part le mouvement de course qui encore là n'est pas le même dans les deux sports, il y a pas grande ressemblance entre ces deux affaires-là, là. Non, vraiment pas. Mais moi, tu sais, mettons, en athlétisme, tu sais, je suivais mon programme d'entraînement, mais je courais vraiment beaucoup quand même, tu sais. Puis j'allais courir un petit peu en sentier, je courais beaucoup sur route, tu sais. Je faisais peut-être fois deux mon programme d'entraînement. OK? Fait que j'avais quand même toujours beaucoup de volume. Puis on avait des amis qui s'étaient inscrits à ma dernière année de bac au 55 du Bromont Ultra. Fait que j'ai décidé de m'inscrire, mais en n'ayant pas vraiment l'entraînement spécifique pour faire un 55 km.
Puis ben, c'est là que je suis tombée vraiment en amour avec la trail, là. Puis Bromont, c'est comme mon premier amour, là. Fait que j'ai fait le 55, puis moi, plus ça allait dans la course, plus ça allait bien. Mhm. Et je me suis vraiment rendu compte que j'étais vraiment une coureuse de longue distance, puis que pour moi, tu sais, faire un 10 km à côté, c'était ma phobie, puis autant que courir très longtemps, ben, c'était ce que j'aimais, là. Fait que le trail a rentré dans ma vie comme ça, puis après ça, ben, il est là pour rester. Là, on est en 2015, tu termines Ouais, ton bac, tu fais le 55 à Bromont, tu ouais. découvres que tu es faite pour la longue distance, que tu es probablement des fois ce qu'on dit un diesel, là, des fois que Oui, plus la c'est course ça. avance, plus hein, j'ai des bonnes sensations, ça va de mieux en mieux, ce qui est pas normal, ce qui est pas vrai pour tout le Non, monde. Euh, L'année suivante, tu étais déjà sur le 160. ouais. Raconte-moi cette année-là de je découvre que j'aime les plus longues distances à je fais mon premier 100 000. Ouais, ça, c'est une belle histoire. Dans le fond, je fais mon 55, ça a super bien été. J'étais vraiment contente. Tu sais, le lendemain, j'étais déjà repartie. J'en parle à ma mère. Je dis, hey, c'était tellement le fun. Je raconte mon expérience, que j'aimais ça, que j'avais vraiment des bonnes sensations. Puis là, elle me dit, hey, ça serait tellement le fun de faire l'année prochaine le 80. On pourrait, toi, moi, puis Emmanuel Dudon, la grande amie à ma mère, faire le 80 km. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est quand même une progression normale, puis je trouve que c'est quand même logique. Fait que j'ai dit, OK, ben parfait. Fait que là, ça reste comme ça, puis elle me dit, je vais t'inscrire. Fait que c'était un beau cadeau, j'étais bien contente. Euh, puis là, dans le fond, elle me dit, va regarder tes courriels. Fait que là, je vais regarder mes courriels, puis ça dit, félicitations, vous êtes inscrite aux 160 km. Mais là, il n'y avait jamais été question de faire un 160. Puis là, elle m'appelle. Puis là, elle dit, dans le fond, c'est parce qu'avec la ferme, c'est trop compliqué. Avant, le départ du 80 était comme à 3h30 du matin, Ouais, si je me rappelle bien. ouais, Puis ouais, elle, ouais. pour la logistique de la ferme, ça fonctionnait pas trop. Fait qu'elle dit, je t'inscris au 160, mais elle dit, tu sais, elle dit, je devrais être capable de faire ça. Fait que là, ben, mais tu sais, quand c'est ton premier, ce que j'ai aimé, c'est que j'étais vraiment naïve, moi. Ouais. J'avais vraiment une belle naïveté. Je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais, là, genre. Vraiment pas. Fait que fait que je m'entraîne, tu sais, je continue à m'entraîner 90% sur la route, puis 10% en trail. Ça, c'est fidèle à mes habitudes. Euh, Puis je fais mon premier 160. Fait que ça a commencé comme ça, mon amour pour les 160. C'est Euh, fou. ouais, c'est vraiment fou là, comme de passer de 55 km à 160, mais je pense que j'étais tellement dans un bon esprit mental que Tu là pour découvrir, tu partais à l'aventure, ouais. puis... Puis Mais pour te donner une idée, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, moi, dans le fond, j'avais pas de sac d'hydratation encore. Puis là, tu sais, en fin d'université, tu sais, j'avais pas tant les moyens. Fait que là, je m'étais pas acheté de sac. Puis un de mes amis, il dit, ah, ben, je vais te prêter le mien, mon ami Sylvain Lavoie. Mais tu sais, il a pas la mhm. même taille que moi. Fait que, tu sais, j'avais pris son sac d'hydratation. J'avais pas préparé de bouffe. J'avais pas préparé de drop bag. J'étais vraiment, là, un peu broche à foin. J'étais arrivée 5 minutes avant le départ. Je savais pas dans quoi je m'embarquais, là. Mais peut-être que tout ça a contribué à pas voir ça comme une trop grosse bouchée. Dans le sens où si tu avais Ouais. fait toutes les recherches inimaginables, puis lu les livres, puis préparé les drop bags, tu sais, des fois, ça reste que c'est une charge mentale intense quand tu fais de la longue distance puis tu veux préparer un peu la logistique de ça. On peut le faire au feeling, puis c'est le fun de faire des courses au feeling, mais on peut aussi être à l'opposé complètement, puis over-préparer, puis des fois, ça peut créer un stress, ça peut, tu sais, c'est beaucoup à penser. Là, c'était peut-être la recette pour un premier 160 d'y aller au feeling, puis de advienne que pourra, là. Mais je pense que ça a vraiment été la meilleure recette, en tout cas pour moi. Tu sais, il y a Mhm. vraiment deux types de personnes. Là. C'est comme tu dis, il y en a qui se préparent énormément, puis il y en a qui peuvent pas se préparer. Puis moi, je pense que je cadre dans la partie je peux pas me préparer. Fait que, Est-ce tu sais, que moi, encore aujourd'hui, tu as cette approche-là pour les courses que tu fais? oui, Ouais. toujours. Toujours là Tu avec la sais, veste de Sylvain Lavoie? non, j'ai quand même investi au fil du temps, là. Mais ça, c'était quand même drôle. Mais non, je regarde jamais le guide du coureur, là. Je fais juste m'assurer d'être à la bonne place à la bonne heure, puis advienne que pourra. Ben, c'est une approche qui fonctionne très bien parce que tu as fait plusieurs 100 000, plusieurs Ouais. performances électrisantes, j'ose dire. Mhm. Ce premier 160-là, c'est un baptême. Tu termines deuxième sur un 160 qui est assez brutal, Bromont, là. Encore aujourd'hui, si je me trompe pas, c'est un de ceux qui a le plus de dénivelé à l'est des Rocheuses.
Il y a Ouais. l'UTCC maintenant au Québec qui l'a détrôné comme étant le plus montagneux, mais Bromont, longtemps, à 6000 mètres, il n'y avait rien qui se faisait comme ça. Tu disais que tu es arrivé avec une préparation de 90% en route. Est-ce que dans cette course-là, tu as quand même eu des. T'as-tu pogné des 2 minutes de faire OK, là, faut que je monte cette montée-là encore une fois, faut que je fasse la lieutenant Dan encore une fois, faut que je me tape 6 000 mètres de dénivelé positif? Je pense que mon mental est vraiment très bien fait, puis j'ai une très bonne capacité d'oubli. OK. Puis j'aime quand même ça faire des boucles parce que je suis un peu insécure puis un peu anxieuse. Fait que le fait de faire 2 boucles, de savoir qu'on est toujours proche de la rue, qu'il y a des ravitaillements proches, on dirait que le facteur je fais 2 boucles, que Mhm. je monte 2 fois à la lieutenant-dame, ça me dérangeait pas trop. À l'époque, il le Euh, faisait au début, en plus de la boucle, hein. ouais. Moi aussi, mon premier Puis, Bromont Ultra. Là, j'ai parlé à des gens qui l'ont fait cette année. Parcours sensiblement le même, mais avec un arrivée et un départ ailleurs sur cette même boucle-là. OK. Fait que la lieutenant Dan, il termine avec ça. Oh, quand même. Mais souvent, je vois sur les groupes Course de Trail Québec, des groupes Facebook où les gens posent beaucoup de questions. J'aime ce petit côté-là, communauté, où les gens Ouais. s'entraident, puis les gens qui ont peut-être plus d'expérience aident les d'autres. Je vois souvent la question revenir une fois de temps en temps. C'est, tu sais, je veux faire un premier 100 000, j'ai complété X courses. Pouvez-vous me recommander une course? Puis, des fois, je lis, ah, mais Bromont, c'est 2 boucles. Puis, moi, au contraire, mon expérience a été que pour un premier 100 000, pour un baptême sur tu sais, sur une distance extrême, c'était, comme tu l'as dit, extrêmement sécurisant. T'es allé à peu Ouais. près à la même place, puis normalement, t'en fais une de jour, une de nuit, fait que c'est 2 choses complètement différentes. Puis Bromont, c'est un 100 000 urbain, comme une course Ouais. de trail peut l'être, mais tu croises plein de routes, tu fais peu de portions d'asphalte, mais tu croises Mhm. plein de routes, t'es jamais bien loin de la civilisation, fait que quand même bien que t'as une petite panique qui te pogne parce que t'es rendu loin dans ta course, puis là, tu te sens un peu perdu, t'es pas d'un chic-choc, t'es pas à 100 km de l'être humain le plus proche de toi, là. Non, c'est ça. Puis je trouve justement, moi, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vraiment un beau 100 miles pour une première expérience parce que c'est sécurisant, t'es proche de tout. Puis justement, tu as une boucle de nuit aussi, sauf à moins d'être rapide comme Elliott Cardin. Mais tu sais, sinon, tu as une boucle de jour, une boucle de nuit. Donc, tu sais, la nuit, c'est un peu le déni, là. Ouais. Puis Ouais. c'est super le fun, tu as complètement un autre mindset. Fait que Fait que moi, ce c'est ma premier partie 100 préférée. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Puis comme moi, je trouve que la nuit, ça avance, ça passe plus vite le temps parce Ouais. que tu as moins de référents. Tu vois pas l'élément plus loin que tu sais qu'il faut que tu t'en ailles là, puis ah, c'est loin. Tu vois pas la montagne au loin, puis tu te dis, elle est donc bien loin, mais je sais que je m'en vais là dans 15 kilomètres et tu avances, puis tu te concentres à pas te planter, puis c'est tout, là. Exactement. Ce premier 100 000-là, tu disais, tu t'es inscrite avec, ben, c'est ta mère qui t'a inscrite, mais est-ce que vous l'avez fait ensemble? Est-ce que vous avez partagé des portions de parcours ensemble? Ben, au départ, on voulait le faire ensemble, puis après justement la montée du lieutenant Dan, ma mère elle me dit elle dit tu me ferais plaisir si tu partirais là. Elle dit Ouais. vas-y fais ta course puis on se voit à l'arrivée là. Et que finalement on s'est séparés. J'ai quand même insisté pour rester avec elle parce que tu sais on s'était promis ça au départ, mais elle me dit non non tu peux y aller. Fait que j'ai fait ma course, elle a fait sa course. Cette journée-là ma mère ça allait moins bien, tu sais ça peut arriver. Ben oui. Fait que j'ai fait ma course puis je me suis rendue au bout. C'était mon seul objectif, là. Comme à chaque fois que je prends un 100 miles, j'ai vraiment pas un objectif de performance puis de vitesse. Moi, mon but, c'est vraiment de commencer puis de finir. Ouais. Surtout que dans notre sport, puis je pense qu'on pourrait revenir sur tes récentes performances à l'Ultra Trail Fjord du Saguenay. 2 années, il peut se passer 2 choses complètement Ouf, différentes. Puis le résultat peut être le même, mais ouais. je veux dire, on peut pas. C'est difficile dans ce sport-là de se planifier des vrais temps de passage puis d'essayer de les respecter parce que tu peux juste être déçu de ça parce qu'il y a tellement de facteurs externes. Puis c'est drôle, j'ai fait une course cet automne puis j'avais aucune idée où je m'en allais. Fait que j'étais allé voir des temps de passage à peu près des dernières années. Puis OK. je veux dire, pour un chrono similaire, tu as des gens qui passent au ravito de la mi-parcours à 1 heure et demie de différence parce que c'est ça le trail. Il y a du monde plus vite au départ, ils ralentissent. Tu peux pas vraiment te fier à ces facteurs-là. C'est se compliquer la vie même des fois d'essayer de trop être rigide là-dessus. Quand on a des objectifs de performance comme certains, ça peut être un outil intéressant, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui veut se rendre au bout puis accomplir cette affaire-là, des fois, c'est mieux de juste partir à l'aventure, hein. Moi, je pense que oui, puis ça nous met moins de pression, puis au final, on a plus de plaisir, hein. Ça s'est bien passé, ce premier 100 000-là, je comprends, mais est-ce que pendant ces 30 quelques heures dans le sentier, as-tu des moments où as-tu des creux, t'as-tu pogné des murs? Je m'en souviens pas, honnêtement. Je m'en souviens vraiment pas, mais la seule chose que je me souviens, c'était que les bénévoles avaient dit à ma mère, on dirait qu'elle sort d'une séance de shopping.
Parce que j'étais vraiment comme top shape, j'avais le sourire, ça allait bien, j'avais pas mal à nulle part, puis j'étais souriante. Honnêtement, là, le premier, là, je me souviens d'aucun détail négatif. J'ai Ce qui pas eu est une mal à très nulle bonne chose. part, puis exact. Ça a comme allumé une flamme encore plus forte pour la suite. Du Je moment pense. que... Mm. Ah, vas-y, excuse. Ouais, mais je pense que oui, puis tu sais, j'avais fait plein d'erreurs de vraiment débutant. Tu sais, j'avais oublié mes bâtons à la maison. Ah. Tu sais, c'est ça. Fait que ton premier BU, tu l'as fait sans bâton. Sans bâton, Aïe, aïe. C'est sûr que ça, dès l'année suivante, quand tu le réessayes avec bâton, c'est une expérience nouvelle et différente, là. vraiment. Du moment que tu as terminé ce premier 100 000-là, puis que ça s'est bien passé comme tu l'as raconté, euh, c'était quoi ton état d'esprit? Là? Ça faisait à peine un an que tu avais découvert ce sport-là, puis surtout que tu avais découvert je sais pas comment dire, cette force-là dans la très longue distance. Là, tu quadruples ta distance la plus longue quasiment. Ça se passe encore bien. Le champ des possibles s'ouvre. Comment tu t'es mis à pratiquer ce sport-là maintenant avec un peu plus d'expérience? Ben, je voyais toujours ça un peu de la même façon que mon premier. Je savais que je voulais pas nécessairement monter ma distance. Je trouvais que 160, c'était un format qui me convenait bien. Tu sais, moi, je suis pas une coureuse rapide. Fait qu'en une fin de semaine, ben, j'ai fini ma distance. Mais tu sais, c'est ça. En une fin Ouais. de semaine, c'est fait. Fait que j'ai continué à m'entraîner quand même pareil, pas mal plus 90 encore pour cent route puis 10% trail. Je trouve que la semaine, c'est plus facilitant pour moi de faire de la route que de la trail. Puis les fins de semaine, j'allais faire de la trail. J'ai fait plusieurs projets personnels. J'en ai peut-être fait trop aussi Ah ouais? que j'ai pas. Mais tu sais, entre autres, j'ai fait plusieurs fois la traversée de Charlevoix avec des amis. J'ai traversé le parc des Laurentides de la Terrière à Stoneham, au Ah McDonald's, ouais. sur la route. Tu sais, j'ai fait Sur plusieurs la route au projets, complet? ouais, sur la route au complet. Aïe, aïe. Fait que tu sais, j'ai fait beaucoup, beaucoup de projets personnels. C'est ça, peut-être beaucoup un peu. Puis après ça, j'ai comme commencé à me dire, faudrait que je fasse attention quand même à la proportion puis aux excès que je fais. Et Pour... ça, ces projets-là, c'était dans les mêmes années, les années qui ont suivi Ouais, ce premier ce BU-là, où tu es ouais, retourné plusieurs fois. Tu l'as remporté même quelques années plus ouais. tard. Deux deuxièmes places que je voyais. Donc, puis à chaque fois, moi, je regardais pas tant. Oui, les positions, c'est le fun, c'est flatteur. Je te félicite parce que c'est des victoires ou des podiums. Mais à chaque fois, dans des temps plus rapides, on voit la Ouais. progression de la coureuse. On voit l'athlète qui découvre des nouvelles choses sur ce sport-là, je suppose, parce que chaque fois, au-delà des performances, c'est ton chrono que tu descends. Mais à travers tout Ouais. ça, tu faisais ces projets personnels-là. C'était quoi qu'est-ce qui te motivait à essayer des projets un peu fous comme ça, de dire je traverse le parc sur l'asphalte, la possibilité de pouvoir le faire? Oui, ben mes amis ils diraient que je suis une psychopathe. Moi Ah, j'aime ça, des projets d'asphalte quand même là. ah ouais. Ouais, vraiment beaucoup là. Dans le fond avec un de mes amis, Stéphane Girard, qui a d'ailleurs beaucoup beaucoup de courses à son actif, puis de très longue distance, on avait parti de la Terrière. J'avais comme lancé de même, ah, ce serait fou hein, traverser le parc à la course. Là il me dit ben oui. Puis dans le fond lui puis toute sa famille se sont organisé pour nous faire des ravitaillements. Puis cette journée-là, il a fait super chaud. Fait on a traversé la réserve faunique comme en 29 heures. Et je pense que ça, c'était le fait de... Ben moi, j'aime beaucoup les dossards, mais j'aime beaucoup faire des projets personnels pour Ouais. moi. Ça me stresse moins, c'est moins compliqué, on les fait quand on veut. Tu sais, des fois, la journée d'une course, on peut avoir la grippe, moins bien filer, avoir une plus grosse semaine au travail. Fait que c'est des trucs qu'on peut pas toujours contrôler. Fait que le fait de faire des petits projets par-ci par-là, ben ça me tient, puis j'aime ça. Ouais, puis il y a un côté vraiment communautaire dans les courses aussi, mais tu Oui, sais, quand tu organises ton ouais. projet, c'est vraiment trippant. Puis ça me fait penser pendant que tu racontais ces projets-là, ça m'a fait penser qu'à Québec, il y a un FKT, il y a un tracé de 94 km sur route, sur asphalte, et ça serait bon pour toi. Mais je tenais quand même à féliciter la première femme qui l'a accompli puis qui l'a rentré sur le site FKT pendant que tu parles de Ben oui. projets de route comme ça, parce que j'en avais parlé au podcast. C'est un projet un peu de cave de fin de saison. Il y a une couple d'années avec plusieurs amis, dont Jeff Cochon. On avait fait ça de nuit, ce FKT-là. Puis depuis ce temps-là, un certain Charles Castonguay a fait ça 3 heures et demie plus vite que nous. Mais Amélie Lachance de Québec l'a complété, le FKT de la OK. c'est de la gare de Rivière-à-Pierre jusqu'à la gare du Palais. C'est un parcours qui avait été créé par Olivier Hubert-Benoît d'une gare à une autre, 94 km d'asphalte. Mais je profite pour
féliciter Amélie parce que c'est énorme comme accomplissement. J'en parle aux auditeurs parce que j'avais parlé de ces projets-là puis quand Charles avait fracassé le record. Mais en même temps, si à un moment donné, tu cherches un projet d'asphalte à Québec, c'est une belle balade. Puis ce que tu racontais par rapport au fait de se créer son propre projet, moi, c'est ça que j'avais trippé, de dire ça existe, mais ça existe pas. Tu peux faire ce que tu veux de la façon que tu veux avec des amis, puis tu pars, puis il y a de quoi d'encore plus décontracté qu'une course, là. Ouais, vraiment, c'est vraiment un autre mindset, puis c'est vraiment le fun. Des fois, je sais pas si toi t'as trouvé ça, mais je trouve que c'est plus difficile mentalement ou, tu sais, des fois, je retrouve plus une grande fatigue dans un projet que dans une compétition. On dirait que des fois, dans une compétition, je suis un peu comme invincible, mettons, là, sur le sommeil et tout, là. Mais on Ouais, dirait puis tu qu'un te laisses projet aller personnel, aussi par oui, l'organisation autour. T'as pas ouais, besoin de te casser la tête si le ravito va être là ou pas. Tu sais, mm, quand, je sais pas comment tu l'avais organisé, cette traversée-là, avec des ravitaux entre le Saguenay et Stoneham, mais tu planifies là où ton crew va être, mais après ça, il peut se passer 1 million d'affaires. Puis souvent, sur ces projets-là, on entend plus souvent des histoires de Hey, mon crew n'a pas réussi à me rattraper, finalement, une des routes était fermée, blablabla. Il y a comme toute cette part-là, puis je suppose que ça gruge aussi du mental de courir vers ton ravito. Puis tu sais, quand tu sais qu'il te reste 3 kilomètres avant le ravito P7 à Bromont, ben le P7, il va être là. 3 kilomètres exactement. peut être long. Ton 3 kilomètres peut être long, mais tu sais que le P7, il est là, il existe, puis il va y avoir du Oui, monde. Là, tu cours, puis tu te files comme de la merde. Puis là, tu te dis au moins dans 3 kilomètres, mon crew va être là. Peut-être, si ça a bien été. ouais, exact. Il y a peut-être ce côté-là qui, qui complique les choses, hein. Ouais, vraiment. Mais c'est un autre mindset, puis c'est vraiment super le fun aussi de pouvoir faire quelques projets personnels au travers des événements aussi, là. Ouais, puis tu sais, dans la panoplie de projets que tu as fait, c'est lequel qui t'a parlé de celui sur asphalte entre le Saguenay et Stoneham, mais y en a-tu d'autres qui te viennent en tête, que tu as eu des moments ou des anecdotes particulières, des gros trips que tu as vécu avec soit seul ou avec ta gang? Ben, je pense que dans la traversée, justement, de la réserve faunique des Laurentides, là, il y a tellement fait chaud. J'ai pas tant d'anecdotes en soi, là, mais à un moment donné, moi, je pensais même plus être capable de sortir de l'auto au ravitaillement tellement qu'il faisait Ah chaud. Je ouais. voyais des points noirs, ça allait vraiment, vraiment pas. Puis finalement, ben, la tête, elle voulait vraiment finir. Le 29 heures, là, vous faites d'une traite ou il y a eu une pause de Ouais. dos quelque part? Non, on l'a fait one shot, là. Aïe, Pas de aïe. dodo. Mais Ça tu sais, on a représente quand combien de même kilomètres? 160 quelques. OK, OK, on est dans ces Ouais, mêmes ouais. eaux-là. On était dans les mêmes eaux. Puis c'est quand même surprenant. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de dénivelé. Tu sais, quand Ouais? on traverse le parc, il y a vraiment beaucoup de dénivelé. Là, je suis pas une geek des chiffres, mais j'avais pas de montre. Mais tu sais, c'est vraiment pas beaucoup de dénivelé. Ah Je ouais? m'en souviens pas par cœur, là, mais c'est genre 1500 peut-être. Ah ouais. Genre, en tout cas, c'est en bas de 2000 mètres de dénivelé positif. On avait vraiment été surpris. Puis nous, ben, c'est ça, on l'avait vraiment fait sur la salle, ça. Fait que C'est un autre c'était défi surprenant. parce que c'est sûr qu'on va chercher du gros dénivelé quand on monte en power hike, des faces de singe comme on appelle, mais c'est sûr que c'est quoi le maximum qu'une route peut être en pourcentage d'inclinaison. Je suis pas bon là-dedans. Moi Je non travaille pas plus. pour la voirie, mais tu sais, c'est pas des gros pitchs. C'est juste que les Non. côtes, quand tu as un faux plat montant, il est bien beau de donner seulement 200 mètres des plus à la fin. Si tu montes pendant 7 kilomètres, 200 mètres d'asphalte, ça fait mal différemment, je suppose, hein. Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, dans le parc, tu vois loin longtemps. Là, tu sais, des fois, tu vas comme à 6 7 8 kilomètres devant. Puis, ben, faut que tu te rendes au bout, là. Ouais, c'est ça, mentalement, c'est tough, là. Ouais. Ouais, ouais, il faut que tu sois prêt à ça. Qu'est-ce qui te faisait revenir année après année à Bromont précisément sur ce 160-là? Je pense que tu l'as enchaîné 3 ou 4 années consécutives. Ouais, dans le fond, j'ai fait 3 fois consécutif le 100 miles. OK. Puis je pense que c'est vraiment l'organisation. Moi, j'ai vraiment eu un coup de foudre là, pour Gilles Poulain. Il est tellement fin, là. Je l'ai vraiment adoré pour l'organisation, les bénévoles. Je trouvais que c'était vraiment bien organisé, que c'était comme, je sais pas, c'était vraiment le fun comme esprit. Puis ça me faisait vraiment revenir à cause que j'aimais ça, j'avais du plaisir. J'aimais vraiment beaucoup le parcours aussi, comme je te disais tantôt, le fait de faire 2 boucles, moi, ça me convient. Ça me plaît, les couleurs sont belles à l'automne. Puis j'adore courir dans du roulant. Fait que, Ouais. tu sais, Bromont, on avait comme beaucoup de dénivelé, du roulant. Puis ça, j'adore. Des beaux paysages aussi, là. Oui, puis je pense que c'est un peu la plus européenne des courses québécoises, dans le Ouais, sens où on va chercher un gros dénivelé comme des courses européennes peuvent avoir, mais dans des sentiers plus roulants. C'est sûr que si tu t'attends à une autoroute, c'est pas ça du tout, mais ça reste on est loin d'un sentier hyper technique comme on peut vivre sur ouais. d'autres 100 000, puis ça a un bel attrait, ça fait aussi mal, si c'est pas plus, du roulant, Ah mais oui.
Tu vas chercher quand même beaucoup, beaucoup de dénivelé. Fait que c'est un beau défi, mais différent. Tu sais, quelqu'un qui aime courir, tu sais, toi qui fais beaucoup d'asphalte, c'est le fun quand même Oui, avancer, même si c'est tough, même si ça fait mal, même si c'est montagneux. C'est le fun d'être en mouvement, là. vraiment. Mais je pense que pour ces raisons, c'est vraiment mon coup de cœur. Puis j'aimerais ça le refaire là, dans les prochaines années parce que ça fait quand même 9 ans. Ça date de 9 ans, dans le fond, mon premier 100 000. Fait que j'aimerais ça peut-être le faire pour mon 10 ans. Ben oui, c'est ça, hein? Tu lances ça dans l'univers. Ça serait Ouais, l'an je prochain, lance dans le ça. fond. Ouais. Fait que peut-être, qui sait. La distance du 160, bon, tu l'as fait une première fois à Bromont, tu l'as raconté, puis Oui, tu y es revenu souvent. oui. Je regardais des résultats, tu as fait des 50K, des 80K, tu n'es pas allé jouer plus haut que 160 en course. Non. Qu'est-ce qui te fait revenir à cette distance-là exacte, cette distance mythique-là du 160? Je pense que c'est elle que j'éprouve le plus de plaisir. Quand je me suis inscrite, mettons, à des 80, des 50 kilomètres, ça me stresse tellement. J'ai pas de plaisir avant, j'ai pas de plaisir pendant, puis j'ai pas de plaisir après. Fait que, tu sais, je me disais, crime, pourquoi m'infliger ça si j'ai aucun plaisir au final? Fait que je pense que 100 000, ça me correspond parce que moi, tu sais, je pars mollo. Comme on disait, je suis diesel. Fait que je pars à mon pace, je pars pour une aventure qui advienne que pourra, mais à chaque fois que j'ai, dans le fond, débuté un 100 000, je suis arrivée à la ligne d'arrivée. Ouais. Puis c'est mon objectif là, pour tous ceux que je vais entreprendre tout au long de ma vie. C'est vraiment, c'est Il y a- vraiment c'est vraiment la distance que je préfère, là. Tu sais, peut-être qu'un jour je vais aller plus en distance, j'ai aucune idée, mais pour le moment, 160 me convient. Puis qu'est-ce qui fait que quand tu arrives sur une distance plus, je demande guillemets, là, courte, parce qu'on parle du 80, du 50, c'est quand même Ouais. extrêmement long. Qu'est-ce qui fait que sur ces distances-là, tu ressens un stress supplémentaire ou que tu as moins de fun, c'est parce que tu veux te pousser plus? Ouais, on dirait que je veux aller plus vite, puis je sais que j'aime pas aller plus vite. Fait que on dirait que je profite pas du moment, dans le fond. Ouais, Autant que, tu sais, mettons sur 160, souvent les 20 premiers, j'ai plus de difficultés. Tu sais, même les 40 premiers, je suis vraiment longue à décoller dans une course. Puis là, après ça, ben, au moins j'ai du plaisir, je commence à avoir du fun, la pression relâche, puis j'ai le temps de profiter du moment. ouais. C'est drôle, je ressens exactement la même chose sur de la longue Pour vrai? distance. Mais dans dès que c'est 100 km, on dirait que Ouais, je tombe dans cet état-là de. Puis tu sais, en même temps, j'ai aucune ambition quand je fais un 50 d'être plus rapide, mais on dirait que je me dis, je sais comment me gager sur 100 km, je sais comment me ouais. pacer sur 160, puis je veux encapsuler cette intensité-là de 160 sur le 7 heures que va me prendre le QMT 50, par exemple, puis j'y arrive pas. Ça marche juste pas. Il faut aller un peu plus vite dans le pace, puis je perds le côté fun d'être en mode fun run, là. Je veux dire, c'est un 160, il y a un dossard, mais le but, c'est juste d'avancer, puis peu importe le pace, c'est juste de profiter du moment. Puis on dirait que c'est à une vitesse qui permet plus d'entrer dans la zone, puis Oui. t'es pas, je veux dire, t'es pas les BPM dans le piton, puis Non. ça goûte pas le sang dans ta bouche, là. Non, c'est ça, je te comprends parfaitement. Je suis vraiment à la même place que toi. J'ai fait le défi des couleurs 4 km, le vertical. Oh, pour vrai? Je vais retourner aux 100 km. Ah, ah ouais? Ouais, c'était pour Ah, le test, hein, on oui, aime ça se tester, se challenger, mais ouais. et que ça a fait mal. Ça, C'est sûr, ça devait être Puis, atroce. puis, tu sais, aucune préparation spécifique, là. J'arrivais de faire un 100 kilos 2 semaines avant, mais juste pour tester, dire, je suis capable d'encapsuler l'intensité d'une longue distance, puis les efforts cumulés sur 20 heures, je peux-tu les mettre sur 40 minutes? La réponse est non. Mais moi, en tout cas, j'admire vraiment ceux qui font ça parce que, genre, sérieux, je suis pas capable, là. C'est Ça extrêmement fait mal. impressionnant. Ah ouais, tu sais, je pense que tout le monde dans ce sport-là s'inspire de plein de gens autour, puis Oui, on regarde des gens faire, genre, on regarde un Elliott Cardin rentrer ouais. le Bromont Ultra en 16 heures, tu te dis ça n'a aucun sens, mais tu regardes un Rémi Leroux, une Elisa Morin, peu importe qui était là ce week-end-là, les Ouais. 30 premiers hommes, 30 premières femmes, la vitesse à laquelle ils font ces efforts-là, c'est pas le même sport. C'est Ah non. complètement différent, puis c'est extrêmement impressionnant de réussir à c'est pas plus facile pour eux autres, là. Je veux dire, Ah c'est pas non, non, parce qu'ils non, sont non. habitués. Rémi Leroux, Ah c'est non. exactement ce qu'il m'a dit. Il a dit, ouais, on s'habitue pas. Tu sais, chaque fois que tu retombes dans cette zone-là dans ta course, tu fais, ah oui, c'est vrai, ça fait mal de même. Il faut que je l'endure encore 20 minutes de vertical. Ah ouais, sont vraiment impressionnants pour vrai, là. Ah non, c'est complètement fou. Il y a un sujet sur lequel je voulais t'amener parce que Oui, t'es jeune. Ça fait oui, pas si longtemps que tu fais ça, mais ça fait longtemps que tu fais ça quand on compare à la longévité de ce sport-là au Québec. Ça fait pas si longtemps que c'est très populaire. Les courses mythiques au Québec commencent à fêter leur 10e, 12e anniversaire. ouais. Il y a eu un avant
avec le Transvalley et tout ça, mais ça reste que ça fait pas si longtemps. Puis j'ai l'impression qu'une fille comme toi qui a fait Bromont Ultra en 2015, en 2016, t'as vu le sport changer drastiquement entre ce qui se faisait à l'époque puis aujourd'hui. Comment tant qu'observatrice en tant que coureuse, comment tu as vu ça, ces changements-là, puis ce gain en popularité énorme du trail? Ben, je trouve que c'est vraiment bien. On a beaucoup plus de visibilité pour notre sport. C'est de plus en plus encouragé. Justement, c'est le fun parce qu'il y a beaucoup d'entraide aussi entre elles. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment bien. Tu sais, oui, il y a l'effet compétitif, mais on dirait que tout le monde veut s'aider. Tu sais, si quelqu'un se blesse d'entre elles, peu importe c'est qui, on va arrêter, on va l'aider. Si quelqu'un manque de bouffe, on va vouloir l'aider. Fait que je trouve que tu sais, ça a gagné en popularité, mais c'est bien dans un sens parce que les valeurs sont restées là, les valeurs d'entraide puis de soutien. Puis ça, je trouve ça vraiment remarquable. Mais c'est sûr que ça a évolué beaucoup, là, mais je pense pour le mieux. La quantité de courses a drastiquement augmenté aussi. Quand on regarde 2015-2016, tu préparais tes premières saisons, il y avait Oui, combien d'options concrètement? il y en avait tellement pas. Tu sais, justement, mettons un 100 miles, je me souviens pas d'avoir eu d'autres choix que Bromont. Je pense que c'était la seule course, mettons, au Québec, là, Ouais. qui offrait cette distance-là. Mais il y a le Gaspésia qui va fêter ses 10 ans en OK, 2025. Mais je pense que la première édition, je ne vais pas me tromper, mais c'était une poignée de coureurs. Puis ça, OK, 2016, 17, 18, c'est là que ça a comme gagné en popularité. Mais QMT en a pas eu avant non. 2021. Après ça, Arikana, pas de 100 000. L'Ultra Trail des Chic-Chocs, ben, il y avait l'Ultra Trail du Mont-Albert à l'époque qui était sur le même territoire, qui Oui. ont eu un 100 000 une fois. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut se spécialiser en 100 000 comme tu le fais. Il y a beaucoup plus d'options qu'avant, là. Vraiment, puis c'est vraiment plaisant de voir toutes les options qu'on a maintenant au Québec. Puis, tu sais, peu importe dans la saison, il y en a toujours un, tu sais, en début d'été, en milieu d'été, à l'automne. Fait que ça, c'est bien justement pour préparer notre saison. Le seul hic, moi, je trouve, c'est que je suis une coureuse justement un peu dernière minute. Fait que moi, avant ça, je m'inscrivais genre la semaine avant. Mhm. Mais là, on peut plus faire ça. Non, c'est plus difficile. Ouais, Quoique, il y a beaucoup de dossards qui se redonnent via des groupes ouais, Facebook et autres, mais il faut toujours vérifier aussi les dates limites. Mais c'est sûr que c'est plus pareil parce qu'il y a des courses non. qui sont sold out la semaine après l'événement. Tu sais, je veux dire, Voyons. comme Ricana, les distances de moins de 65 km, 50 km et moins, c'est sold out, je pense, quelques semaines, quelques jours après l'édition précédente. Déjà, la suivante est pleine. Faut se dépêcher, là. C'est vraiment fou, là. Au moins le 160 ou les très longues, tu sais, je voyais que QMT, il reste encore un peu de place sur le 135. Ils se remplissent Ouais. un peu moins vite, mais ça demeure que c'est ça. Il y a beaucoup. Je sais pas c'est quoi les derniers chiffres, mais je sais que ça avoisine le 10 000 participants total, en tout cas des gens qui vont OK. participer à des courses. C'est énorme C'est fou. comparé à il y a quelques années. Là. Même, j'ai pas vécu 2015-16, mais en 2018, mon premier QMT, c'était pas du tout pareil. Le trail, là, maintenant, je pense que c'est devenu un peu plus mainstream. On a eu tu sais, un Patrice Godin, tu sais, qui est quelqu'un de connu dans la vie, qui s'est mis à faire ce sport-là, puis qui en a parlé sur des plateaux. Dominique Harpin en a fait. On a vu de Mathieu Blanchard devenir mainstream en France puis être vu du grand public. Fait que ce sport-là, c'est quand même propagé un peu dans le mainstream. Puis je pense que la pandémie aussi a contribué à l'essor de ce sport-là, là. Ouais, je pense que oui, là, vraiment. Il y a un autre sujet sur lequel je veux t'amener, Oui, mais avant, je viens de parler je vais recommencer ma phrase. Je viens de parler de l'Ultra Trail des Chic-Chocs, puis ça me fait penser qu'on va se prendre une petite pause pour un message d'un partenaire, un nouveau partenaire du podcast, c'est l'Ultra Trail des Chic-Chocs. On se laisse avec un message, puis on s'en reparle de l'autre côté. L'Ultra Trail des Chic-Chocs est de retour en 2025 pour une 6e édition au cœur du Parc national de la Gaspésie. Si t'aimes les sentiers techniques, il n'y a rien qui se fait comme ça au monde. Le territoire est sauvage, la faune est unique, les sommets sont reculés, puis les vues sont à couper le souffle. Puis il y en a pour tous les goûts avec des distances de 3, 5, 10, 23, 26 et 45 km, en plus des deux nouveaux parcours linéaires de 88 et 170 km qui ont beaucoup fait jaser l'an dernier. Avec respectivement 4400 mètres et 9500 mètres de dénivelé positif, ces deux défis-là sont immenses, puis ça s'adresse à des coureuses et des coureurs aguerris qui ont envie de vivre une aventure unique au cœur du massif des Chic-Chocs. L'UTCC, c'est pas juste une course, c'est une expérience en nature que n'importe quel coureur en sentier doit vivre une fois dans sa vie, ou deux, ou trois. Bref, mets ça à ton calendrier 2025, c'est du 15 au 17 août, puis les inscriptions s'ouvrent le 3 décembre prochain, utchicchoc.com.
On est de retour avec Joël Hébert. C'est vraiment extrêmement intéressant de découvrir ton parcours à travers des années où le trail était moins populaire. Puis là, tranquillement, ça gagne en popularité. Là, tu arrives à une époque maintenant post-pandémique où le trail est partout. Puis en étant au Saguenay, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que ce côté plus régional d'une région comme le Saguenay, où il y a moins de population que les grands centres, mais où le trail est très populaire avec l'attrait et la proximité des grands parcs nationaux, des Monts-Valin, est-ce que ce sentiment de communauté-là à l'échelle du Saguenay, tu le ressens? Est-ce que c'est fort? Ben, je pense que oui, parce qu'il y a plusieurs clubs au Saguenay. Moi, c'est sûr, je suis plus une coureuse solitaire. Je cours beaucoup, beaucoup toute seule. Mais on voit vraiment qu'il y a une grosse popularité puis un gros engouement autour du trail. Puis je pense que justement, les deux clubs de course en sentier du Saguenay ont vraiment connu une explosion, là. Il y a Ouais. vraiment eu vraiment beaucoup plus d'inscriptions, je pense, qu'aux années précédentes. Fait qu'on ressent justement ça, là, puis on voit de plus en plus de coureurs aussi dans les sentiers, évidemment. Oui, il y a des beaux terrains de jeu au Saguenay, c'est magnifique. On Je me est vraiment rappelle, chanceux. à l'époque, je travaillais pour Ubisoft, puis à Québec, puis à un moment donné, il y a eu une ouverture d'un studio Ubisoft à Saguenay, puis Mm. la quantité de monde à Québec et Montréal qui ont fait «Ciao, bye, m'en vais au Saguenay» pour cet attrait-là de «On est chanceux à Québec, c'est pas si loin, mais c'est pas dans notre cour arrière». Ben, sauf moi puis d'autres qui habitent plus loin, mais dans les grands centres, t'es quand même un peu à te déplacer. Montréal, on Ouais. n'en parle même pas. J'ai-tu mué en parlant? Montréal, ça va pas bien. Dans quelques années, je vais avoir une voix extrêmement grave. Donc, je divague. Donc, oui, c'est ça. Montréal, c'est plus loin, mais là, le Saguenay, c'est littéralement à côté. Je veux dire, la ville de Saguenay, tu vois les Mm. Monts-Valin, puis c'est magnifique. Puis vous avez des beaux événements qui se sont installés là. Ouais. Beluga depuis, je sais pas quand, 2019 peut-être, si je me trompe pas. Je Il vais y a pas eu, dire de niaiserie, mais ça fait quand même quelques années, ouais, c'est là, ça. Il me le trail semble du Beluga. il y avait eu une édition en 2020, une des deux seules courses qui Ouais, a eu lieu, puis je pense que c'était la deuxième, la troisième édition. Il y a eu Lac Kenogami pendant un temps, maintenant il y ouais. a l'UTFS. Fait que, tu sais, nécessairement, autour de ces courses-là, tu as les coureurs qui y participent, mais tu as un esprit de communauté qui va même au-delà des coureurs, des bénévoles et tout. Fait que ça crée quelque chose de le fun dans cette région-là. Puis j'ai envie de te parler de l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay. Tu as participé aux deux premières éditions, tu as remporté les deux premiers 100 000. C'est une région que Raphaël a fait découvrir à beaucoup, beaucoup de coureurs. Raphaël Marchand, pour ne pas le nommer, qui est le directeur de course, qui est venu quelques fois sur le podcast remettre des dossards gratuits, faire gagner des prix à notre spécial de Noël. Peut-être que cette année, il va le faire encore. Je lance ça comme ça. Parle-moi de cette course-là. Parle-moi de la première fois que tu t'es inscrite puis que tu as découvert ces sentiers-là. Ben moi, en fait, l'Ultra Trail du Fjord, je connaissais tous les parcours Ouais. au complet du 100 000. Je les avais toutes fait, ben, tu sais, pas one shot, mais toutes tu sais, séparées. Fait que je connaissais vraiment tous les sentiers. C'est pas quelque chose que j'aime connaître les sentiers, honnêtement. OK. J'aime vraiment mieux être dans le déni. Mais je voulais vraiment participer à la première édition parce que j'ai demeuré, moi, un an dans le Bas-Saguenay. OK. Fait que j'avais vraiment la chance à tous les jours d'aller courir dans cette magnifique région-là. C'est vraiment... Ben moi, c'est mon coup de cœur au Québec, là. Surtout pour les points de vue extraordinaires. Fait que c'est pour ça que je me suis inscrite à la première édition. Puis c'était vraiment, vraiment une belle édition, là. Ouais. Les sentiers sont beaux, c'était assez technique, boiteux, coûteux. Mais j'ai vraiment adoré là, mon expérience sur cette première édition. Là, c'était comme vraiment wow, là, les ravitaux, les bénévoles. Raphaël avait vraiment fait une super belle job avec Isabelle Simard et son équipe. C'était vraiment super, là. Puis j'ai vraiment adoré, j'ai tellement aimé que je me suis réinscrite cette année. Tu disais tantôt que tu aimais les parcours roulants comme à Bromont. Ouais, Là, je pense que c'est complètement l'opposé. J'ai pas eu la ouais. chance de faire l'événement. J'ai eu la chance de courir dans ces sentiers-là. Mais ce que j'ai entendu parler, c'est que du début à la fin, c'est rock'n'roll, là. Ah ouais, c'est vraiment, c'est pas roulant. C'est tout l'inverse de ce que j'aime, mais tu sais, les paysages en vaut vraiment la peine. Puis moi, dans le fond, ma belle famille ont un chalet à L'Anse-Saint-Jean. Fait que OK. j'avais la chance, dans le fond, d'avoir une super belle crew. Dans le fond, les sœurs de mon chum puis ses parents faisaient mon équipe de support à chaque ravitaillement. Tu sais, ils connaissent le coin vraiment très bien. Puis mon chum, ben, j'ai eu la chance qu'il me paye. Fait que c'est sûr que c'est vraiment le fun de faire une course à la maison. Puis même si c'est technique, ben, je l'ai faite puis j'ai vraiment adoré. L'édition 2023 versus 2024, si on compare les conditions,
Le seul mot que je pourrais dire, c'est ouf. C'est ça, hein, 2024, ça a l'air. 2023, les gens qui l'ont fait ont tous dit c'est magnifique comme événement, c'est magnifique comme paysage, mais Ouais. maudit que c'était tough. 2024, les gens, tu leur demandais, puis il n'y avait pas de mots, je pense, pour le décrire, hein. Sérieusement, ils ont vraiment, vraiment pas été chanceux là, pour les conditions. C'était atroce. La veille, à 18 heures, ils ont écrit sur Facebook qu'ils changeaient le parcours. Puis moi, à ce moment-là, j'étais quand même contente parce que je savais pas ce qui m'attendait, mais Raphaël avait dit que c'était 3 books. Fait que moi, d'habitude, des books, j'aime ça, mais c'est juste que je savais pas c'était quel book. C'était pas Quand facile. j'ai... Non, non, non. Quand j'ai fait la première, j'ai fait «Oh!» Mais je suis plus sûre que je vais être capable de me rendre au bout, là. Ah ouais, c'est la première fois que Ah tu as ouais. douté dans une course? Je pense que c'est elle que j'ai douté le plus, là. Ah Puis en plus, ouais. j'ai eu des petits soucis de santé, fait que là, ça me faisait vraiment douter, puis ça me remettait en question. Je me disais, mais je voulais vraiment me rendre au bout, puis peu importe le temps, là, j'étais rendue, c'est la course la plus longue que j'ai faite, là. Ah ouais. Ça t'a fait. Ouais. T'étais combien de temps dans le bois comme ça sur tes jambes? 34 heures, Aïe 43, aïe. ouais, je pense. Environ, là, ouais, 34-43, je crois. C'est une Tu sais, bonne j'ai même pas balade, hein? checké mon temps à la fin, là, j'étais comme, aïe, aïe, aïe. Il y a pas eu beaucoup de finishers non plus. Tu sais, l'année Non. précédente, je me rappelle pas les chiffres, mais sur le 100 000, il y avait beaucoup de monde qui avait terminé, ce qui Ouais. est toujours très impressionnant pour ces longues distances-là. Mais j'ai pas les chiffres par cœur, mais il me semble que cette année, le nombre de finishers du 100 000, ça se compte sur 2 mains, là. Ouais, on était 6 finishers. 10. Aïe aïe. Ouais, 6. Fait que c'était vraiment très difficile. Puis je pense que le fait de tourner en rond, puis la boucle était vraiment très, très, très difficile, puis peu courable. Ça a vraiment été très long. Mais j'ai gardé le moral, puis on est arrivé au bout. Tantôt, tu parlais du Bas-Saguenay, c'est la région Oui, Lanse-Saint-Jean, Petit-Saguenay et tout. oui. Ce qu'on a entendu beaucoup par rapport à l'Ultra Trail Fjord du Saguenay, c'est le fait que l'événement a comme rassemblé des gens, des communautés locales à s'impliquer, puis ça a donné un côté, ça a donné toute sa saveur en fait à ce parcours-là, parce que de un, les paysages, c'est magnifique, mais quand en plus tu sens que c'est pas, je sais pas comment dire, tu sens que les gens qui sont là sur place pour t'aider, c'est du monde du coin, puis ils sont juste contents que tu viennes courir dans leur petit paradis, parce que pour vrai, tu l'as bien dit tantôt, c'est magnifique, c'est un coup de cœur à assurer n'importe qui met les pieds là. Parle-moi de ce côté-là très ancré dans la communauté de cette course-là. Ben c'est ça, je pense que les gens, ils se sont vraiment impliqués. Il y avait vraiment beaucoup de personnes âgées sur les ravitaillements. C'était beaucoup des gens de la place, des gens qui ont des chalets qui se sont impliqués pour être bénévoles. Puis, tu sais, les gens étaient vraiment très attentionnés. Ils voulaient vraiment qu'on réussisse, puis ils voulaient le succès de tous. Puis c'était vraiment bien là, de voir tout cet engouement-là dans une petite place comme ça. Là, je vais pas te mettre sur le spot, mais là, tu as fait Bromont 3 années consécutives. Tu as fait l'Ultra Trail Fjord du Saguenay 2 années consécutives. Est-ce que c'est un plan de faire un autre troisième essai? Comme on dit, jamais deux sans trois. Mais il est pas mal dans les plans, Ah là. ouais, Parce que, dans le fond, je l'ai refait cette année parce que je n'étais pas satisfaite de mon temps. OK. Fait que là, comme tu as pu voir, ben, j'ai vraiment fait un plus long temps cette année, vu le changement de parcours. Mais jusqu'à temps que, dans le fond, on fasse 3 boucles, j'avais vraiment beaucoup d'avance sur mon temps de l'an dernier. Fait que oui, j'aimerais vraiment le refaire une troisième année. Je peux pas dire que ça va être l'année prochaine, mais il y a des bonnes chances. Un petit goût de revenez-y, là. Ouais, ouais, ouais. Je comprends. Dans tout ton parcours, y a-tu des courses que tu as vues, que tu as envie de faire? Tu sais, on t'a vu courir Chute du Diable, le QMT, bien sûr, Bromont, l'UTFS, mais y a-tu des événements que tu n'as pas encore eu l'occasion de courir, que tu te dis ça, dans les prochaines années, ça va être incontournable pour moi, là? Ben, c'est sûr que le 170 km de la Gaspésie, il me parle quand même pas mal. Parce qu'il est très Euh, roulant, c'est ça? ouais, mais avant de faire ce 170-là, il va falloir que je sois prête vraiment mentalement, là, Ouais. justement, à avoir pas de réseau, à être seule avec moi-même, puis à pas trop angoisser sur le fait d'être bien loin et isolée, là. Ce qui est Ouais. pas ma force en ce moment. OK. Probablement aussi être plus longtemps que 34 heures sur le sentier. Je veux pas te mettre Ouais, on the spot, mais c'est un 100 000 qui est extrêmement long, là. C'est le cut-off ouais, à 50 heures. À 34 heures, tu sais, je pense que c'est la deuxième ou troisième position l'an dernier. Donc, en fait, il est juste beaucoup plus long que les autres ouais. en kilométrage, mais aussi en dénivelé puis en technicité. Fait que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui cherche un 100 000 qui va se rentrer en dedans de 30 heures.
c'est peut-être pas le meilleur choix parce que à date, il y a une seule personne qui a réussi ça en bas de 30 heures, là. Oui, c'est ça. Non, c'est sûr que lui, c'en est un long, là, ce 170 là. Mais en même temps, je me disais, après avoir vu à l'Anse-Saint-Jean cette année, qu'après 34 heures 43, j'étais top shape, là. J'avais rien, aucune douleur musculaire, Ah ouais. rien. J'avais juste un petit souci au niveau de mes urines, là. OK. Mais si ça n'avait pas été de ça, j'aurais pu continuer des heures. Là, j'avais pas de fatigue physique, pas de fatigue mentale. Je sais pas qu'est-ce qui se passait à ce C'est moment-là, mais je me impressionnant. suis dit peut-être que je serais capable encore là, de pousser, mais à suivre. Mais Fait que c'est peut-être correct le d'être prudent. 170. C'est Oui, correct d'être prudent aussi là-dedans. oui. On se connaît aussi, on apprend à se connaître comme coureur. Puis même si ton arrivée sur la longue distance s'est faite de manière fracassante, bang, du 55 au 160 au 160 à Bromont, ça reste que depuis le temps, tu as appris à te connaître comme coureuse aussi. Tu sais c'est quoi tes forces, tes faiblesses. Puis c'est correct de planifier en ayant tout ça en tête, là, sachant que, comme tu dis, il y a des gens pour qui savoir que la route la plus proche est à 25 km de Bushwhack, c'est très correct. Il y a d'autres mondes que ça peut les stresser, puis c'est normal. Il faut savoir dans quoi on s'embarque avant de se lancer là-dedans, là. Exactement. Puis c'est ça, je veux toujours être sûre que, tu sais, mentalement, je suis prête avant de prendre un départ pour ces courses-là. Puis c'est un peu ça que j'ai appris aussi avec mon parcours, c'est que c'est important de pas trop se laisser aller. Je sais pas comment dire ça, mais tu sais, dans l'engouement un peu, tu sais, Ouais. souvent on veut en faire trop. J'ai fait ça un peu au début de vouloir faire des 100 000 back à back à back à back à back, plus qu'un dans ma saison. Puis je me suis ramassée que c'était peut-être pas la bonne chose à faire là, au niveau physique puis au niveau mental. Donc là, avec du recul, c'est ce que je mise, c'est sur le fait d'en faire longtemps, sans blessure, avec un bon mental, puis que je prenne les bonnes décisions pour moi aussi. Tu sais, comme tu dis, il y en a qui sont à l'aise d'être vraiment isolés dans le bois, mais moi, je suis pas gênée de le dire, ça me stresse. Ah oui, Tu c'est sais, si ça. j'ai pas de réseau, ça me stresse. Fait que pour le moment, je prends des décisions en fonction de ça. Puis quand je vais me sentir prête, ben ça va être mon plus gros challenge de courir sans réseau, puis vraiment super loin, mais je le ferai au moment opportun. Ouais, c'est ça, il faut s'écouter, puis tu l'as bien dit, là, on parle depuis tantôt de des 160 parce que toi, c'est la distance que tu Oui. aimes le plus, dans laquelle tu es le plus à l'aise, mais ce sport-là, je pense, les gens qui commencent, qui écoutent, il y a une espèce de fascination pour la longue distance, puis il faut essayer de casser ça dans le sens où c'est fait pour du monde. C'est très, très, très le fun pour ceux qui aiment ça, comme toi, comme moi, mais c'est pas une finalité en soi. Tu te mets au trail, le point final, c'est pas le 160, au même titre que tu te mets à la course sur route. T'es pas obligé de te rendre au marathon. Si tu as le goût de faire ça, si tu as du plaisir dans le processus d'aller courir 3, 4, 5 heures sur l'asphalte, fine, mais c'est pas une finalité en soi. Puis, faut pas se laisser prendre dans l'engouement. Puis, c'est correct de tester des nouvelles limites. C'est correct de Oui. rester puis de se consolider. Tu sais, moi, dans mon parcours, j'ai l'impression que il a fallu que je me casse les dents sur pas mal de 100 kilomètres avant de me dire, OK, je suis prêt pour le step suivant. Puis il n'y a jamais eu de course parfaite sur 100 kilomètres, mais j'en ai pas fait qu'un pour ensuite tout de suite me pitcher sur du très très long parce que je sentais que le premier avait été tough, hein, puis le deuxième aussi a été tough, puis le troisième 100 kilomètres aussi a été tough. Fait que peut-être que je suis mieux de valider des choses, de tester des choses, de comprendre comment je peux mieux absorber ma nutrition, comment je peux plus tolérer la douleur, comment je peux plus être bien dans cet état de douleur-là pour peut-être oser penser faire 10 heures de plus dans le même état, là. Je suis vraiment d'accord avec toi. Vraiment. Tu disais que ton premier Bromont, tu le fais beaucoup au feeling. Oui. Avec le temps, tu as certainement acquis plein de connaissances sur la nutrition, de comment toi aussi tu gérais ces aspects-là. Aujourd'hui, quand tu prépares une course, est-ce qu'il y a une. Tu sais, tu disais que tu y vas au feeling, mais est-ce qu'il y a quand même une préparation? Est-ce que pendant ta course, tu vas surveiller des éléments de la nutrition, de l'hydratation ou tu es toujours encore au feeling? Je suis beaucoup au feeling, mais je me suis fait avoir un peu là dans les dernières années parce que moi, au départ, quand que je faisais des courses d'ultra, euh, je mangeais pas beaucoup pendant mes ultras, je m'hydratais pas convenablement, puis dans ce temps-là, ça faisait. Mais dans les dernières années, ça faisait vraiment plus. Fait que je me suis fait avoir plusieurs fois à ne pas manger assez, à perdre trop d'énergie, puis à l'épuiser vraiment loin dans mes ressources. Donc là, maintenant, je fais vraiment plus attention, puis j'essaie que entre chaque ravitaillement, j'aille bu au moins une bouteille d'eau, puis une d'électrolyte, là, idéalement. Puis j'essaie de manger un petit peu aux heures. Mais c'est pas ma force. Puis je calcule rien, mais tu sais, quand j'ai faim, je mange. Ouais. Quand j'ai soif, je bois. Mais je m'assure de boire pour de vrai.
Ah non, c'est une bête difficile à dompter, la Oui, nutrition. Puis j'ai l'impression que, comme bien des choses, mais il y a ce qu'il y a sur papier, ce que les études scientifiques prouvent, ce que les experts nous disent, puis tu sais, je veux dire, tout ça est prouvé et éprouvé, mais après ça, chacun le vit différemment, sa nutrition, puis c'est tough trouver ce qui fonctionne pas, là. vraiment. Puis souvent, c'est vraiment un facteur qui détermine ta performance, là. Puis souvent, les abandons, c'est souvent lié à la nutrition. Ouais. Problèmes gastro-intestinaux aussi. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est quand même important de s'écouter, d'écouter notre corps, parce que comme tu dis, tu sais, on est toutes faites différents. Fait que plus on court, plus on apprend à se connaître là-dedans, puis on apprend à savoir qu'est-ce qui fait pour nous aussi. Tu sais, moi, je sais que, mettons, à cette heure, c'est des sushis végés que je Ah traîne ouais. toujours. Ça passe. Puis j'ai tout le temps le goût d'en manger avec de la sauce soya. Tu sais, ça passe tout le temps. Puis, tu sais, j'utilise les électrolytes Upica, que ça, moi, ça passe super bien aussi. Fait que OK. si je suis moins capable de manger, au moins, ça compense un peu. Fait que, Trouver ta mais j'ai recette. pas, c'est ça, mais j'ai pas de stratégie nutritionnelle, là, tu sais, j'ai pas de plan de nutrition. Puis je pense que pour moi, comme ça fonctionne, là. Tu disais qu'aussi, côté entraînement, tu en fais beaucoup sur la route. Ouais. Est-ce que, à l'approche d'un défi, quand tu dis, OK, cette année, c'est ça l'objectif, est-ce que tu planifies un certain niveau d'entraînement entre le début de l'été et ton événement qui est mi-août? Comment tu structures ton entraînement? C'est plate à dire, là, mais je suis vraiment une fille de feeling. Cette année, j'ai essayé de me faire coacher, puis ça l'a pas fonctionné parce que on dirait que je suis pas capable de respecter un programme d'entraînement. On dirait que je suis justement tellement au feeling que genre je suis pas capable de suivre le programme. Je l'ai fait peut-être 2 semaines, puis après ça, j'ai fait oh non, je suis pas capable. Fait que tu sais, c'est sûr que moi je suis kinésiologue de profession, là, je Ouais. travaille pas dans le domaine, mais ça reste que je me fais une certaine structure, tu sais. Je sais qu'il y a des semaines que je vais faire plus de volume, plus de dénivelé. Je fais jamais de vitesse, par exemple, parce que je déteste la vitesse, puis j'ai pas envie que ça devienne un fardeau pour moi d'aller courir. Fait que, tu sais, je fais du dénivelé, je fais de la route, puis je fais de la trail. Je suis au feeling, je sais mes semaines les plus grosses à faire, mais c'est sûr que le feeling est mon meilleur ami. Tu sais, Ouais. moi, je suis une fille de... Moi, je cours 100 kilomètres à chaque semaine depuis des années. Je dois pas avoir ben de semaines en bas de 100 Ah kilomètres. ouais. Je suis toujours 100 et plus. Puis pour moi, c'est facile de jouer avec ça dans mes semaines de travail, mais je fais souvent des doubles OK. parce que j'ai un travail de bureau. Fait que le midi, je suis plus capable de rester assis, j'ai pas le choix d'aller courir. Fait que tu sais, je me structure un peu comme ça avec mon horaire de travail, puis avec mes courses dans l'année. Comme je te disais, je sais les semaines les plus grosses à faire, celles que je vais aller chercher un peu plus de dénivelé. Mais je me casse pas même la tête avec ça. C'est sûr que si je recherchais la performance, je travaillerais pas de ce sens-là. Mais là, vu que c'est vraiment pour moi que je le fais, j'y vais comme ça, puis pour le plaisir. Puis je pense que ça préserve ma passion, puis mon plaisir pour la course. Là, c'est ça le plus important là-dedans. C'est un sport où, je veux dire, la course, il y a tellement beaucoup plus d'entraînement que de Ouais. course ou d'objectifs ou de projets. C'est juste de semaine en semaine, c'est là qu'il faut garder cette passion-là de la course, puis peu importe le moyen. Je trouve ça le fun d'avoir quelqu'un d'expérience qui en fait depuis longtemps, puis que l'approche reste et demeure le feeling. Après ça, j'ai reçu des gens qui sont à l'opposé complet, puis c'est parfait aussi. Ouais. Chacun trouve sa recette. Mais je trouve ça le fun d'avoir aussi cette diversité-là dans les approches, de dire, c'est pas parce que tu te mets au sport, c'est pas parce que tu te mets au trail que tu es obligé de te prendre un coach avec un programme extrêmement rigoureux. Il y a des coachs qui ont des Mhm. approches très rigoureuses, puis c'est parfait. Ouais. Il y a des coachs qui ont des approches plus au feeling, puis il y a des gens qui ils vont justement au feeling. Après ça, il y a moyen aussi de lire là-dessus, de se préparer soi-même, de consulter des gens, mais sans avoir un programme au jour le jour. Fait que chacun trouve sa recette, mais je trouve ça le fun, ton approche. Merci. C'est sûr, c'est ça. Comme je te disais, je pense que c'est une approche qui convient pas pour quelqu'un qui recherche la performance ultime puis de la vitesse, mais pour moi qui recherche plus la passion, puis c'est plus un mode de vie, ben un mode de vie. Je pense que c'est parfait pour moi. On voit les snowboards là, dans le Oui, dans le plan. Est-ce que tu es aussi adepte de multisport? Est-ce que l'hiver, tu mixes à travers ça d'autres sports?
Ben oui, dans le fond, l'hiver, on part 2 mois dans l'Ouest canadien. OK. Parce que dans le fond, mon chum est vraiment passionné, là, backcountry, snow. Fait que c'est lui qui m'a vraiment initié à ça. Fait qu'on va faire du backcountry. Moi, je fais du snow, mettons, juste en descente, mais en backcountry, je redescends sur des skis. Mais OK. je suis vraiment au stade que j'aime mieux monter. Je peux monter pendant 10 heures, mais j'aime vraiment pas redescendre. Fait que là, on travaille là-dessus, là, puis on travaille sur le développement de mon talent en ski en descente. Je pense qu'il y a aussi l'attrait de faire du gros dénivelé sans l'impact, là. Je veux dire, aller Oui. monter une montagne sans arrêt à la course, t'as bien beau aimer le dénivelé, il y a une limite à ce que ton corps peut subir. Là, j'ai l'impression que les gens qui se mettent au backcountry, qui se mettent au ski de rando, au skimo, c'est aussi une révélation pour ceux qui arrivent du trail puis qui se mettent à ça. T'es comme, oh, OK, on peut faire pas mal plus de dénivelé sans se sentir détruit les articulations, hein. Ah oui, c'est vraiment intéressant pour vrai. Tu sais, nous, on va en faire dans Rogers Pass. C'est OK. entre Revelstoke puis Golden. C'est OK. vraiment un super beau coin. Puis moi, je connaissais vraiment rien du tout à tout ça. Puis tu sais, c'est le facteur aussi avalanche et tout. Donc, tu sais, j'ai suivi ma première formation. Puis mon chum, il travaille à me former constamment pour que j'apprenne parce que c'est quand même un peu effrayant là, quand Mhm. tu connais rien à ça puis que tu te lances un peu. Là-dedans. Fait que, ben, c'est ça, mon multisport, mettons que je fais du backcountry, puis un petit peu d'escalade aussi de glace. Mais encore là, tu sais, c'est vraiment les petits à côté, là, je suis pas très bonne. Fait que la course demeure le sport central. Ah ouais, la course, c'est vraiment, c'est ma vie, c'est ma passion. Si une journée, j'ai skippé la course, mon chum me dit, va courir. Ça va te faire du bien. Ça serait Et, ça. ah oui, ça se ressent. Tu sais, je suis plus stressée, je suis plus anxieuse. Fait que Ouais. j'ai vraiment besoin de courir. Euh, c'est trippant, ces 2 mois-là que vous allez passer dans l'Ouest. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Comment tu concilies partir justement 2 mois? Ça n'a aucun lien avec la course, la question, mais c'est juste par curiosité d'apprendre à te connaître aussi, puis de voir à travers ça, ce trip-là que vous faites l'hiver, c'est hot. Ouais, c'est vraiment cool. Ben, je suis chanceuse, j'ai vraiment des bons employeurs. Moi, je travaille chez Canmec. C'est OK. une grosse compagnie qui œuvre dans la construction industrielle, dans l'hydroélectricité et tout, au Saguenay. Puis moi, je travaille en communication. OK. Donc, quand j'ai commencé à travailler là, j'avais demandé de faire 2 mois de télétravail à l'extérieur. Puis, ben, souvent, dans ces 2 mois-là, je prends 2, 3 semaines de Ouais. vacances, là. Mais j'ai vraiment la chance de pouvoir faire du télétravail de l'Ouest canadien. Puis ce qui est vraiment chouette, c'est que moi, dans le fond, je suis le décalage. Ouais. Fait qu'à Revelstoke, il y a 3 heures avec le Québec. Donc, je commence à 4 heures du matin. Mais vers 13 h, 13 h 30, j'ai fini. Fait que je peux profiter du reste de la journée. Puis j'ai comme l'impression d'être toujours en vacances, Ouais. même si je travaille. Fait que c'est vraiment comme le meilleur des deux mondes. Fait que je suis vraiment très chanceuse pour ça. J'ai un employeur qui m'encourage dans mes passions. C'est drôle, on dirait que j'entends parler de Marianne Hogan qui continue son travail à travers différents fuseaux horaires, puis des fois, ça permet justement de dire je travaille, je fais mon 7-8 heures, peu importe, mais quand je termine, c'est encore le temps d'aller jouer dehors parce qu'il est 13 heures, c'est un beau trip, là. Mais non, puis tu sais, nous, on est on a une vanne, dans le fond. OK. Fait que, tu sais, moi, je travaille de la vanne, puis tu sais, quand j'ai fini, ben, je ferme mon ordinateur, je sors, je m'habille en course, puis je suis partie dans la montagne, là. C'est vraiment, c'est parfait, en fait. Ah, c'est trippant, c'est un beau mode de vie, la vanne comme Vraiment, ça, dans l'ouest, avec le snow, la course, ça fait rêver. vraiment, vraiment. Mais tu sais, il y a quand même des trucs plus difficiles parce que ce que j'ai pas dit, c'est une petite vanne, puis tu sais, on n'est pas chauffé. Et dans le fond, on dort dans des sleepings vraiment bien isolés. Mais, tu sais, je peux dire que j'ai eu froid certaines nuits, là. Ouais, c'est ça. Puis pour le télétravail, des fois, t'as les doigts un peu gelés sur le clavier, je comprends, là. Oui, aussi, mais j'avais la chance d'avoir loué un espace pour aller OK. travailler. Fait que ça, tu sais, c'était quand même convenable. Sinon, j'allais dans des cafés aussi. Donc, tu sais, je me donnais ça un peu plus facile à ce niveau-là. As-tu pu courir aussi ou découvrir la communauté trail dans ce coin-là? Tu dis que tu es une coureuse solitaire, mais je sais que c'est un coin où il y a beaucoup, beaucoup de monde qui pratique ce sport-là. Peut-être moins l'hiver, là. Je pense que le monde sont dans les montagnes. Honnêtement, c'était vraiment plus dans les montagnes. J'ai pas vu beaucoup de coureurs à Revelstoke. Nous, on OK. était vraiment plus basés à Revelstoke. Puis, ben, j'ai couru pas mal toute seule, tout l'hiver. Puis, ben, mon chum, des fois, il venait courir avec moi aussi, mais c'est pas un passionné de course. Il est là pour te pacer, je comprends. C'est Exactement. un bon Puis, pacer. c'est un excellent paceur, puis excellent snowboarder, mais il est très bon en course ici. Tu sais, il m'a pacé quand même 92 km là, au Fjord du Saguenay.
Puis il dit que c'est pas un coureur, mais en tout cas, Ouais, on en c'est ça. En fait, reparlera. c'est ça. Quand ta job de pacing, c'est un ultra, tu Ouais, peux te qualifier comme coureur, je pense. je pense que oui, tu sais, ça fait seulement 2 ans qu'il court, là, fait que OK, impressionnant. c'est quand même impressionnant. Mais lui, en tout cas, c'est ça. Il y a un sujet sur lequel j'avais envie de t'amener, puis sois bien Oui, à l'aise. Suite à l'épisode sur le surentraînement qui est oui. sorti, tu m'avais écrit, puis c'est là que ça a engendré la discussion. Puis là, je t'ai dit, hey, là, c'est le temps que tu viennes au podcast. Parle-nous de ce que tu as vécu, toi, comme coureuse, comme athlète, avec le surentraînement. Ben moi, dans le fond, je suis un peu excessive, un peu intense quand même. C'est ça, comme j'ai dit, je cours depuis quand même plusieurs années. Puis en 2021, j'ai vraiment vécu un gros crash, Ah ouais. assez que j'ai pas pris de départ à aucun événement là, en 2021. J'avais vraiment une fatigue mentale, physique. On dirait que j'avais des drôles de symptômes, ça me tentait plus de rien faire. C'était la première fois de ma vie que ça me tentait pas d'aller courir. Fallait vraiment que je me botte les fesses pour mettre mes souliers puis y aller. Puis mes performances avaient vraiment chuté beaucoup. Euh, Drastiquement. Drastiquement. Puis tu sais, je Ouais. m'entraînais toujours autant, mais mes performances chutaient. Tu sais, aller faire, mettons, juste un 5 km à 6 minutes le kilomètre, j'aurais jamais pu parler avec quelqu'un. Tu sais, j'étais vraiment comme plus dedans. Fait que ça a vraiment été difficile pour moi. Ça a été une grosse année de remise en question. Je me demandais tu sais, qu'est-ce qui se passait. Mes prises de sang étaient pas super belles non plus. Euh, c'est sûr que l'épisode là, que Catherine elle a parlé avec Isabelle Ouais. et Jean-Philippe, Ouais, exact. j'ai vraiment trouvé ça bon, puis ça m'a touché beaucoup parce que en tant qu'athlète, on peut être confronté à ça au cours de notre parcours sportif. Puis même si c'est juste, tu sais, moi, c'est pas compétitif, c'est pas élite, c'est vraiment une passion. Mais même une passionnée peut être touchée par un surentraînement. Puis ça affecte vraiment, tu sais, toutes les dimensions de notre vie, là. Ouais, parce que tu le Et, disais tantôt, tu en as besoin de la course. Quand oui, tu cours pas, ton chum, il disait, là, tu serais dû pour aller courir. Tu sais, ouais. ça fait partie intrinsèque de tout ce que tu fais, de tout ce que t'es. Fait que c'est de quoi qui m'avait marqué, moi, dans la discussion avec ces experts-là, c'est la perte d'identité. Tu sais, ça va beaucoup plus Oui, loin que la condition physique. C'est tout ce qui va autour, là. oui, vraiment la perte d'identité, je pense que c'est vraiment le bon terme à ça, c'est qu'on se reconnaît plus, on n'est plus nous-mêmes. Il y a plusieurs choses qui nous jouent dans la tête. On dirait que je voulais même plus entendre parler de course. Tu sais, j'allais courir pareil, mais je voulais plus entendre parler de course. C'est J'avais fou, hein? vraiment comme, je m'étais mis comme une bulle, puis je voulais plus entendre parler de course. C'est même ma mère qui était passionnée, qui me parlait de course, ça me tentait plus d'en entendre parler. Fait que il a vraiment fallu que je prenne un pas de recul. J'ai continué quand même à courir parce que ça fait vraiment partie de moi. Mais je me suis assurée d'aller chercher les ressources nécessaires pour me sortir de là. Puis je veux jamais retourner là dans le fond là. Tu sais, maintenant c'est ce que je veux, tu sais, faire mon sport en santé puis le plus longtemps possible. Ouais. C'est ça. Puis comment qu'on en sort, comment toi, ça s'est passé de sortir la tête de l'eau, hein? Ben c'est sûr que j'ai essayé de diminuer quand même mon volume. Tu sais, des fois moi, tu sais, je te dis je cours 100 km par semaine, mais tu sais j'allais souvent taper le 200, 250 km par semaine. Oh Fait shit, OK. ouais, dans ces périodes-là, j'allais vraiment, je courais énormément. Moi, dans le fond, dans la pandémie, là, j'ai même vu des semaines à, je ne dirais pas, là, mais en haut de 300, là, ça Ah n'avait pas de bon sens. ouais. Je courais énormément, puis on dirait que j'en avais besoin mentalement. Je faisais beaucoup d'anxiété. J'étais comme dans un cercle vicieux, puis dans OK. un mauvais mindset. Fait que ça a été de me rendre compte de mon problème, que Mhm. clairement, j'avais sûrement un problème d'excès. Fait que, tu sais, à la place d'aller courir 2, 3 fois dans une journée, ben, c'était de diminuer un peu mes intensités. C'était de mieux m'alimenter. J'essayais de me coucher plus tôt aussi parce que là, je faisais de l'insomnie, puis encore là, cercle vicieux. Ouais. Fait que ça a vraiment été c'est ça, de diminuer mes excès. Ouais. Aïe, aïe, c'est quelque chose quand même. Autant le Oui, 300 km par semaine que, tu oui, sais, du jour au lendemain, voir les performances diminuer. Tu sais, quand on sait c'est quoi nos standards, je veux dire, n'importe qui court oui, depuis quelque temps, tu le sais à peu près c'est quoi tes standards. Tu le sais que la nuit était plus difficile, tu as moins bien dormi. Le lendemain, ça se peut que. Mais tu sais, c'est minime des fois, ou même une semaine que tu trouves ça plus difficile, c'est normal. Mais là, quand c'est drastique, je pense que c'est un signe très, très clair qu'il y a un red flag qui se lève, puis il faut écouter oui. ce signe-là, là.
Vraiment, puis tu sais, un peu là-dedans aussi, dans ce sens-là, moi, je suis quelqu'un, on dirait que je suis faite un peu en jello. Tu sais, c'est vraiment rare, moi, que j'ai des douleurs musculaires ou rien. Puis même, tu sais, comme en surentraînement, je ressentais pas de douleur. Fait que c'était un peu là le danger. C'est vraiment fatigue mentale, puis ben, physique, parce que dans le fond, j'avais de la misère à performer puis à avancer. Mais clairement, j'en faisais Ouais. beaucoup, beaucoup trop, là. Mais je pense que c'est ça que j'ai retenu le plus, moi, de l'épisode avec ces trois experts-là, c'est que c'est dur à cerner. Tu sais, Oui, quand t'as un rhume, t'as un rhume. Quand t'as la COVID, t'as la COVID. Tu testes oui, positif, il y a deux petites lignes sur le truc. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de facteurs physiques, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de syndromes, de situations, de maladies que c'est un peu noir ou blanc. Tu sais, tu l'as-tu ou tu l'as pas, t'es-tu blessé ou pas, t'as-tu la jambe cassée ou pas. Là, c'est vraiment plus flou, puis ça rend le diagnostic hyper difficile, mais ça rend aussi les signes très difficiles à cerner, puis on est souvent cordonnier mal chaussé, puis tu sais, c'est pour ça que faut en parler entre nous. Tu sais, jamais, je me rappelle pas qui, je pense que c'est Catherine qui disait parlez-en aussi entre communautés de coureurs. Tu sais, quand tu es avec oui, d'autres coureurs, puis tu te dis, mais ça fait un mois là, que j'ai plus le goût. C'est un red flag. C'est peut-être juste une pause comme ça, puis c'est oui. normal, mais c'est peut-être un symptôme de plus, puis il faut, entre coureurs, avoir cette bienveillance-là entre nous, là. Oui, vraiment. Puis je trouve que justement, ça, c'est un effet positif de, tu sais, la communauté trail est plus grande. Justement, d'avoir des podcasts de qualité comme ça, tu sais, sur le surentraînement, tu sais, d'en parler, ça peut être bien, puis ça peut faire avancer les choses, puis justement, tu sais, de voir les red flags, puis à l'avance, c'est pas trop tard. Ouais, c'est ça, exact, pour Mm, pouvoir s'en sortir. Parce que ce qui peut faire peur, mais en même temps, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a il y a des trucs qui sont irréversibles là-dedans. Tu sais, oui, quand t'es le trait, il y a des gens qui vont passer des années en RED, en surentraînement, puis l'ostéoporose embarque, puis oui, tu peux pas reculer de ça, tu peux pas revenir. Fait que faut prendre soin de nous autres. exactement. Puis quand Est-ce- on est des coureurs d'ultra, je pense que souvent, on va vite vers l'excès, puis je pense ouais. qu'il faut quand même garder un certain équilibre dans tout ça, mais c'est difficile. Ouais, on revient à l'équilibre. On a fait la boucle Oui. complète. On revient au premier truc qu'on a parlé, l'équilibre. Est-ce que aujourd'hui, euh, on est le 30 quelques octobre, le 30 quelques, comme s'il y avait plusieurs options. Non, on est le 28 28. octobre. En Ouais. tant qu'aujourd'hui, 28 octobre 2024, est-ce que tu sens que tu as retrouvé ou est-ce que tu as trouvé cet équilibre-là à travers toutes les facettes de ta vie? Je pense que je suis beaucoup mieux qu'avant. Par contre, je vais t'avouer que je vais toujours être près de l'excès. Moi, quand j'étais jeune, justement, dans mes 3 premiers Bromont Ultra, j'ai eu des gros troubles de problèmes alimentaires. Fait qu'encore là, on touchait à l'excès. Après ça, j'ai vécu sur entraînement. Mais je pense que j'en ressors toujours plus forte. On apprend de nos erreurs aussi. Fait que je pense que maintenant, avec la trentaine, j'ai de la misère à dire que je suis dans la trentaine. Alors, on dit que ça Mais fait 10 ans que tu pratiques ouais, le trail, que ton premier ultra, tu dit 22 ans. Tu es pas oui, pire en maths. Tu fais partie de cette génération-là, comme moi, qui sommes dans la trentaine. et On oui, est fait que, vieux. tu sais, on est, plus 20 ans, hein. Mais, c'est ça, je pense qu'on apprend de nos erreurs, on apprend aussi, tu sais, quand on tombe, ben, on se relève, on apprend de ça, puis l'objectif, c'est de pas retomber, puis là, je pense que j'ai assez tombé, puis là, je veux aller vers l'équilibre le plus possible, le positif. Puis je veux surtout transmettre des saines habitudes de vie à mon entourage. En tant que kinésiologue, mettons, de profession, c'est un peu mon objectif, Hmm. de valoriser les saines habitudes de vie, puis de justement choisir le sport qu'on aime. On n'est pas obligé non plus de courir si on n'aime pas courir. C'est vraiment de choisir le sport que toi, il te fait du bien, qui correspond avec ton mode de vie. Puis c'est pour la santé avant tout qu'on fait ça, puis pour perdurer dans le temps. Fait que je pense que je commence à trouver un équilibre dans tout ça. Ben, c'est bien, c'est admirable. Tu le disais tantôt, Oui, on veut faire ce sport-là longtemps. Puis oui, si on veut le faire longtemps, c'est tout ce que tu viens de résumer, de le faire oui, pour les bonnes raisons, de trouver un équilibre, même si je l'ai dit souvent, mais je pense que c'est un trait commun dans la communauté trail, ou en tout cas dans les sports d'endurance. Je connais pas oui, d'autres sphères, mais je suis sûr que dans des groupes de gens qui font des Ironman, ou tu sais, il y a ce petit côté excès-là, tu sais, c'est pas loin de la passion, l'excès, hein, oui, c'est des émotions c'est qui peuvent se proche. ressembler. Cette obsession-là, cette passion-là de sortir dans le bois longtemps, on aime ça le faire, Oui, mais faut le faire en pensant à l'objectif long terme, c'est-à-dire faire encore ce sport-là quand on va être rendu dans la quarantaine, dans la cinquantaine, on en voit même passer ça, soixantaine, oui. 70. Est-ce que ta mère court encore?
Et oui, ma mère, elle court encore, elle fait encore des marathons, elle en a Wow. plusieurs à son actif, là, je veux pas mentir, mais tu sais, elle est autour de 49, 50 marathons, là. Aïe, aïe. Puis elle a fait, tu sais, c'est ça, plusieurs ultras dans sa carrière. Puis, ben, tu sais, je souhaite vieillir comme elle, tu sais, d'être capable de concilier toutes les sphères de ma vie personnelle. Puis, je veux pas non plus que la course prenne toute ma vie. Tu sais, moi, je suis une personne qui adore son travail. Fait que, tu sais, je veux être performante au travail, dans ma course, puis ben, avec mes amis, mon entourage, mon chum. Fait que je veux avoir un bel équilibre de vie. Ah ouais, puis on veut s'inspirer de différentes personnes. Moi, je dis toujours que Mais, mon héros du trail au Québec, c'est Richard Turgeon. Il a pas gagné l'UTMB en 19 heures, mais c'est quelqu'un qui a une approche du sport qui est extrêmement saine, qui a mais, peut-être lui-même aussi fait ses erreurs à travers cette pratique-là du sport, mais qui aujourd'hui, tu le regardes aller, tu te dis, OK, ça, c'est un modèle. Toi, tu as la chance d'avoir un modèle direct au-dessus de toi dans ton arbre généalogique, c'est le fun. oui, vraiment, je suis vraiment chanceuse. Avant qu'on se laisse, ou en tout cas avant qu'on passe à la question, aux questions éclair-nac, la portion compétitive du Oh. podcast, ça fait longtemps que tu vas au Saguenay, tu le disais. C'est quoi tes spots préférés pour aller courir quand tu as le temps d'aller en trail? C'est sûr que tu peux révéler, là. Je comprends qu'on a tous nos petits spots secrets, là. Ben, c'est sûr que moi, mon coup de cœur, c'est l'Anse-Saint-Jean, là. Ouais. J'aime vraiment beaucoup aller à la Montagne Blanche, à la statue, faire le sentier dans le fond des Caps. Ça rejoint, ben, c'est Rivière-Éternité vers l'Anse-Saint-Jean. Ça, c'est vraiment les spots que j'aime. Puis j'aime beaucoup le Mont-Édouard. OK. Qui est le Mont-Édouard, point là, c'est... final de cette course-là. Ben, je pense que Ouais, ça dépend des éditions, mais qui est un peu la portion finale du 100 000 notamment, là. vraiment. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que l'Anse-Saint-Jean, c'est mon coup de cœur. Mais c'est sûr qu'il y a les Monts-Valin aussi que j'aime bien. Mais j'ai vraiment un amour inconditionnel pour les sentiers de l'Anse-Saint-Jean. Tu es une excellente ambassadrice, en tout cas, hein. On tient à Ben dire, oui, hein? l'épisode n'est pas commandité par l'UTFS. Ce n'est que le cœur de Joël qui parle puis Ah qui oui. raconte cette course-là qui a l'air magnifique. Puis moi, je peux le dire, tantôt, tu parlais de l'UTCC qui est au top de ta bucket Oui. list. Moi, c'est sûr que l'UTFS, c'est rien contre les autres, mais dans les courses que j'ai pas encore faites au Québec, c'est au sommet de la liste, il n'y a aucun doute Ah. là-dessus. Puis aujourd'hui, tu as comme juste rajouté une couche, là. Puis je suis certain qu'il y en a d'autres qui écoutent qui se disent, OK, ouais, là, c'est le temps. La troisième édition, il est le temps que je me botte les fesses puis j'y aille, là. Oui, puis tu sais, la deuxième édition, c'était 3 books, mais là, l'année prochaine, ça sera pas ça, là. On revient L'année au prochaine, il va parcours. faire beau, puis Oui, ça va c'est être ça. Ben correct. là, je pense que vous avez beaucoup écopé les deux premières éditions côté de Ouais, température. Première année, c'était partout au Québec, il y avait des quantités de ouais. boîtes hallucinantes. Mais là, je suis pas météorologue, mais j'ai entendu dire à travers les astres que l'an prochain, il allait faire beau, sec, gros soleil, mais pas trop chaud. En tout cas, il va falloir être là. Ah oui, on a la même source. Moi aussi, j'ai entendu C'est ça. Fait ça, hein? que C'est impressionnant. Je sais pas d'où vient cette source-là, mais on, impressionnant. on, on va y être, peut-être. Ah, peut-être, écoute, je sors le chronomètre, je le disais, on Oh, termine l'entrevue avec les questions éclair NAC. Ça fait longtemps que je l'ai faite parce que c'est toujours avec les invités qui sont là pour la première fois c'est qu'il y a bon. ce questionnaire-là. Puis ça faisait longtemps quand même que j'avais reçu une recrue au podcast parce qu'après 215 épisodes, il y a des visages qui reviennent, mais là, ça Oui, faisait longtemps, fait qu'il faut que je me prépare parce qu'il faut que je les pose vite. c'est bon. Le but, c'est d'y répondre le plus rapidement possible. Le record, c'est toujours et encore Yvan Lheureux, Yannick Bernard et Antoine Moses en 10 secondes chez les femmes. Oh, Double égalité à 11 secondes pour Emmanuel Salambo de Guara et Sarah Baribou. Tous des records qui ont été faits en présentiel là, parce qu'il y a un petit délai avec Zoom, mais le but, c'est juste mhm. de te faire hésiter entre deux affaires puis tu n'as pas le temps de trop y réfléchir. C'est bon. Fait que je sors mon chrono, tu me dis quand tu es prête. Je suis prête. Route ou trail, Trail. sentier roulant ou technique, Roulant. bâton ou pas de bâton, Pas de bâton. printemps ou automne, Automne. question NAC, chocolat ou érable, Érable. épinette ou boulot, Épinette. des plus ou des moins, Des moins. boîte ou racine, Bouette. BU ou ETFS, QTFS. Saguenay ou Kamouraska. Saguenay. Et 19 secondes, c'est vrai. C'est vraiment très fort pour du zoom, là. C'est dans les meilleurs temps qu'on a jamais eu. Saguenay ou Kamouraska, c'est parce que tu viens de C'était Kamouraska, dur, c'est là. ça? Ouais, Ouais, hein? c'était dur, là. C'est À chiant ma quand dé- même, là. BU Ouais, ou ouais, ETFS. À la fin, je mets ça un peu épineux, là. Faut que ça soit ouais. difficile. Les deux dernières, là, c'était difficile. Ça aurait pu être du toutes ces réponses. Exactement. Jaël, merci beaucoup d'être venu partager ton histoire, ton parcours. Je pense que il y a beaucoup à s'inspirer de cette approche-là, très décontractée puis très
saine et en communion avec ce sport-là, avec cette pratique-là du sport, de juste bouger longtemps, puis de faire ce qu'on a envie de faire. Puis si c'est des 100 000 qu'on aime faire, ben let's go. Puis si c'est des 5 km que vous voulez faire, let's go. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de toi. Merci beaucoup d'être venu partager tout ça. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça a été un grand plaisir. Comme d'habitude, moi, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. J'allais oublier. Au moment où cet épisode-là va paraître, on va être à 4 jours d'un événement au Noctem à Québec. Donc, un enregistrement devant public le dimanche 10 novembre. Je fais toujours tirer des places comme ça aux auditeurs, puis surtout les plus fidèles, parce que là, ça va être ceux qui vont l'avoir écouté dans le premier 24 heures qui vont avoir une chance de gagner les quelques places restantes. Je dis pas il en reste combien, mais il en reste quelques-unes. Vous savez, moi, je vends pas de tickets pour ces événements-là. Je distribue ça avec des petits concours. Puis, j'ai envie de poser la question, puis les premières qui vont m'écrire par la messagerie Instagram ou Facebook de Pas sorti du bois vont remporter des places. J'ai envie de poser une question, ça c'est les vrais pros qui vont le savoir. La dernière fois que j'ai bu une bière Noctem sur le podcast, je sais pas c'était à quel épisode, mais la dernière fois qu'une bière Noctem a été mentionnée sur le podcast, c'était laquelle? Quelle sorte? Là? Pas juste Noctem, quel nom, quelle face de chat il y avait sur la canette. Donc, les premières personnes qui vont me donner la bonne réponse gagneront une place. Puis, écoute, Joël, si t'es entre Québec et Kamouraska le 10 novembre, je t'invite formellement comme ça, je te piche devant le fait accompli, mais sache qu'il y a des places pour toi si ça te tente. C'est bon, merci, c'est gentil. Donc, tu me disais que des fois, tu avais affaire à Québec entre les deux, Ben tu es comme à oui. mi-chemin, là. Oui, ben c'est ça. Puis on reprend les rabières là, familiales. Fait que OK. souvent, on va à Kamouraska. Mon chum, il bûche beaucoup de ce temps-ci. Bon, en tout cas, l'invitation est lancée, fait que le 10 C'est novembre, bon. sinon les gens, écrivez-moi pour avoir la bonne réponse. Donc, je termine en remerciant NAC, qui est le partenaire principal du podcast, Noctem, bien sûr, et Mox, j'avais un petit rhum épicé, c'était très bon. Toi, Joël, t'as-tu passé à travers ton café? Non, même pas. On dirait que j'ai trop parlé. Ah, je sais pas pourquoi, je me demande. Ah non, Seigneur. Ben, merci beaucoup, Joël, ça a vraiment été un grand plaisir d'apprendre à te connaître à travers cet épisode-là. Merci à toi. À tout le monde, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.